Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma. J'ai avec moi ma team de choc, Julien, Fred, Jérém. Ça va les potes? Ça va très bien. Ça va très bien. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Julien. Ah oui, j'étais en vacances. Je suis de retour, sous la grisaille parisienne. Je rappelle que cette émission est à retrouver en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music et aussi sur YouTube. Et que vous pouvez nous suivre sur Insta, X et TikTok. Au programme de cette émission, Cannes, qui s'est fini genre il y a 6 mois et pourtant on n'arrête pas d'avoir des films issus du festival de Cannes en ce moment puisqu'on va parler successivement de la Palme d'Or qui est Anora et du prix du meilleur scénario qui est The Substance de Coralie Farja. Et puisque Cannes semble envahir notre émission, Jérém a prévu des chiffres sur Cannes. Sur un truc précis de Cannes quand même. Fred va retourner en enfance et regarder un film de la Palme d'Or de Cannes. Non. Ah. Dommage. Et a prévu un joker sur Cannes. Non plus. Ah, tu casses trop le rythme de l'émission, mec. Désolé. Bref, sans plus attendre, les actus Cannes. Non. Si, j'ai un truc en rapport avec Cannes. Yes, vas-y. Parce que le prochain film de Bong Joon-ho qui a gagné la Palme d'Or du coup avec Parasite, qui est donc Mickey 17, vient d'être décalé. Et non. Oui, bah si, c'est juste, ça a été annoncé quelques heures avant qu'on enregistre l'émission. Donc ça a été décalé du 29 janvier au 16 avril. Voilà, on faudra attendre quasiment 3 mois. Mais c'est long. Ouais, et donc la raison énoncée par Warner Bros. Serait que la place occupée par le biopic sur Michael Jackson, qui a également été décalé jusqu'en octobre, permettait du coup à Mickey 17 de profiter pleinement des écrans IMAX à une période plus pérenne en termes de box-office. Moi j'ai vu une bande-annonce récemment qui m'a pas mal intrigué, le nouveau film de Steven Soderbergh qui s'appelle Présence et qui racontera l'histoire d'une famille qui est hantée par un esprit, sauf que le concept du film c'est de filmer l'esprit dans la maison à travers son propre regard à lui. Donc ce sera que des plans subjectifs de l'esprit qui hante une famille. Donc je trouvais ça assez intéressant, ça m'a intrigué. Moi j'avais beaucoup aimé Paranoia de Soderbergh. Tu sais qu'il a fait pas mal de films expérimentaux, je sais pas si vous en avez vu quelques-uns. Ah bah en ce moment il fait un changer changer vidéo. Voilà, il fait plein de trucs, mais c'est marrant parce qu'il a vraiment une carrière à la fois Ocean's 11 et Magic Mike. Et à côté des films un peu plus chelous quoi, donc Sexe, Mensonge et Vidéo. Il y a eu 3 des Magic Mike, non? Ouais, je crois qu'il en a fait 3, même les Ocean's 11, il en a fait 3 ou 4. Ah oui, il y a 3 Oceans du coup. Mais Magic Mike, je crois qu'il en a fait que 2 sur les 3, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, je suis beaucoup intrigué parce que moi, un de mes films préférés s'appelle Ghost Story et c'est un peu le même principe, c'est de filmer. C'est trop bien Ghost Story. Voilà, et c'est de filmer un fantôme dans un huis clos, donc là c'est un peu le même délire, sauf que là c'est plus tourné vers l'épouvante, donc je suis assez intrigué par le dispositif. Jeanne d'Arc par Baz Luhrmann. Oui. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Le prochain projet de Baz Luhrmann, c'est une adaptation de Jeanne d'Arc. Je trouve ça dingue. Mais en vrai. Donc le réalisateur de Moulin Rouge, de Elvis. De Gatsby aussi. Moi j'imagine trop le bûcher, mais en genre la Non, mais caméra qui tourne autour. Le bûcher avec une musique de Florida dessus, parce que c'est ce que fait Baz Luhrmann dans ses films, hein, c'est te prendre. Tu t'es dans une époque lointaine, il te met une musique moderne. Voilà. Très étonné du combo, mais apparemment, en plus, ça fait 40 ans qu'il veut faire ça. Ça sera allumer le feu de Johnny Hallyday sur la scène du bûcher. Mais voilà. il serait totalement capable, tu vois. J'imagine Mila Djokovic. Jovovich, pardon. Elle a déjà incarné Jeanne d'Arc en plus. Ouais, je sais bien, justement, c'est ça la blague. En train de tuer des Anglais sur du hip-hop. Par contre, on n'a pas encore l'actrice pour le moment. Bah moi aussi, c'est un film qui va sortir prochainement. Je sais pas si vous avez vu passer cette image de Billy Zane déguisé en Marlon Brando dans Le Parrain. Incroyable. Moi, j'ai pas compris de base. J'ai cru que c'était juste une image pastiche, mais en fait, non. Genre, c'est vraiment une image d'un biopic qui est réalisé par Bill Fishman et ça s'appelle Waltzing with Brando. C'est un biopic qui est prévu en 2025 et qui veut raconter la deuxième partie de carrière de Brando. Donc c'est la période genre Le Parrain, le tango, dernier tango à Paris. Et c'est vraiment la période où il est très dégoûté de Hollywood et il en a plus rien à foutre et il fait n'importe quoi. C'est la décadence un peu. Ouais, mais en même temps, genre il y a ce projet genre de construire un refuge à Tahiti. Donc le film parle beaucoup de ce refuge-là. Mais c'est vrai que Billy Zane en Marlon Brando, en fait, ça marche du feu de Dieu. Bah, j'ai eu l'impression que c'était Marlon Brando. Bah t'as vu ? Je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, mais j'étais en mode... C'est Marlon Brando, c'est... Sans plus attendre, on passe aux films qui ont vraiment, qui sont au cœur de notre émission. Sean Baker, qui était jadis considéré comme le vilain petit canard du cinéma américain. Donc il avait fait Tangerine, il avait fait Red Rocket. Et là, il réalise Anora, qui devient très vite un phénomène à Cannes, puisqu'il remporte la Palme d'Or. Donc 6 mois après son sacre, on peut enfin voir ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça donne ? You're funny. Will you marry me? Seriously. You hit the lotto, bitch. Cinderella. Yes, fucking Cinderella. 2 недели я тебя спаил
Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Vous aviez déjà vu des films de Sean Baker ou pas ? Oui. Tangerine. Tangerine, en effet. Ouais. Moi, j'ai adoré. J'ai vu Tangerine, The Pareil. Florida Project, Red Rocket récemment. Ah oui. Je J'ai voulais adoré rattraper Red Rocket qui est mais- vraiment mais incroyable. Genre, j'ai adoré, c'est mon préféré. Avec Anora, j'ai retrouvé Sean Baker et en même temps, j'ai été un peu déçu. Mais Je- t'as plus de bagages visiblement de Ouais, Sean Baker. plus de bagages. Bah, on retrouve du Sean Baker tout craché, des personnages un peu oubliés de l'Amérique, des gens qui sont ouais, des classes moyennes ou populaires, mais qui veulent toujours se hisser plus haut et qui ont toujours des rêves très matérialistes. C'est ce que j'avais un peu remarqué dans Red Rocket, c'est ça, hein, c'est une ancienne star du porno qui retourne dans sa ville un peu paumée du Texas et qui veut absolument redevenir ce qu'il était. Florida Project, c'est des gosses qui rêvent juste d'aller à Disneyland parce que c'est vraiment leur rêve le plus grand. Mais il y a ce côté, ce délire avec Cendrillon, j'ai l'impression. Tangerine, ça. c'était vachement ça. Oui, C'était la Cendrillon à Los Angeles, transgenre. J'avais pas trop compris Tangerine, moi j'étais pas trop dans le délire. Mais autant Anora, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. ok. Ouais, pas plus que toi ? Je sais pas, j'ai pas réussi à mettre à la place du personnage principal et à vraiment ressentir la détresse parce que je sais pas, J'ai l'impression que ça souffre un peu du syndrome Palme d'Or. C'est-à-dire que la première chose que tu veux analyser, que tu veux voir dans le film quand tu l'as vu, plutôt que de le juger le film lui-même, c'est de juger est-ce qu'il aurait dû avoir la Palme d'Or ou pas. Et je pense que ça le dessert. Parce que après moi, voilà, Sean Baker, je connais que Tangerine, et je pense que Tangerine est sans doute pas le plus représentatif de son cinéma. Mais autant j'ai trouvé le film assez surprenant sur certains points, mais j'ai eu cette sensation de est-ce que ça aurait mérité une Palme d'Or ou pas. Après, on pourrait se poser la question sur n'importe quel film et sur n'importe quelle époque, est-ce que tel film mérite ou non une Palme d'Or, mais j'ai pas non plus été saisi à un point comme avait pu me saisir Parasite par exemple, ou même Anatomie d'une chute, même si j'ai toujours dit qu'Anatomie d'une chute on en avait fait peut-être un peu trop, mais j'ai pas autant été saisi par ça. Bah moi j'ai plutôt bien apprécié en vrai. Pareil, j'ai vu que Tangerine, donc j'ai pas forcément un gros bagage en termes de Sean Baker, mais ce que j'ai vu ça m'a plu. C'est assez. Moi je trouve que la première partie elle est menée tambour battant et c'est vraiment ça, c'est assez énergique, etc. Et t'es bien dedans. Mais alors la deuxième partie elle est un peu plus tranquille, mais à quel point la transition se fait de manière douce et je me suis pas emmerdé en fait, c'est un truc de fou. Et vraiment le film m'a fait marrer mais d'un nombre assez important de fois. beaucoup, vraiment. Ce que j'ai entendu un peu beaucoup sur le film, c'est que c'est un film qui mélange tellement de manières de filmer que tu as plus l'impression d'avoir genre 3 films en un. Il y a un peu ce côté très féerique, très des plans mouvements. Je crois qu'ils leur semaine à Vegas, ça se passe en 3 minutes. Je crois que tu n'as que des plans mouvements. Et puis quand tu retrouves plutôt la fin du film, voire le milieu c'est une sorte de road movie avec des petites blagues et tout, un peu une sorte de retour à la réalité, gueule de bois en matin, etc. Et puis la toute fin, de la neige, de l'amorosité un peu. Enfin, vous voyez, il y a tellement de trucs par lesquels Sean Baker que oui, c'est assez cool. Très froide la fin qui contraste du coup normalement avec l'effervescence du début. Moi, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est genre. C'est pas vraiment un film en pyramide. C'est-à-dire que genre tu commences sur le côté gauche, ça fait que grimper, et genre tu redescends, t'arrives au point culminant, tu redescends, descends. Genre c'est le. Ouais, c'est un Rise and Fall. quoi. Voilà, c'est le Rise and Fall d'un point de vue classique, mais même pas en même temps, parce que genre c'est un faux Rise and Fall dans le sens où genre c'est un film sur de l'illusion. C'est vrai que toi même toi en tant que spectateur, t'es quand même vachement pris dans le délire enfantin. Ce que je trouve assez fou dans le film, c'est qu'il y a quand même, c'est très, la caméra est très en recul. Genre elle essaye pas de dire que telle ou telle personne est bien ou pas. Genre t'as pas d'avis fixe sur Anora. Genre si c'est une fille qui est vraiment tombée amoureuse, si c'est une fille qui est juste vénale, si elle s'accroche par amour, si elle s'accroche par amour de l'argent, parce qu'elle a beaucoup aimé le cadre dans lequel elle se trouve. Moi, je trouve que c'est un personnage qui, au début, veut croire à l'amour et qui le joue. Et qui, en fait, finalement, finit par y croire parce que c'est agréable, en fait. Mais au début, c'est un jeu. Elle le sait très bien. Mais en fait, elle commence à croire à son propre jeu. Bah, quand elle négocie la paye pour le mariage, quoi. Je souscris à l'avis de Fred en fait. Genre, mais j'aime beaucoup moi cette idée de comment en fait la relation amoureuse est d'abord c'est une relation purement matérielle et financière. Puisque donc c'est le nom, c'est Ivan. Voilà, elle est payée par Ivan au début juste pour des relations sexuelles, puis pour être sa copine. Et à partir de là, en fait, ça s'installe. Et avant même que tu aies cette demande en fait en mariage, tu as déjà l'impression qu'en fait ils forment un couple. C'est-à-dire qu'en fait l'amour est né, l'amour a réussi à naître quand même. Moi, j'ai jamais eu l'impression d'un couple en fait avec ce film. C'est juste un bon gros délire de jeunes très riches
Et dès le début, genre, t'as ce sentiment-là que Ivan, depuis le début, il est complètement déconnecté de la réalité et que il prend une décision comme ça, genre sans trop réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé la scène de la demande en mariage, parce qu'en fait, elle lui demande 3 fois, t'es vraiment sérieux? Parce qu'en fait, elle sait que lui, il réfléchit pas aux conséquences. Et effectivement, genre, la dernière heure de film, c'est que la conséquence de cette bague au doigt. Et j'aime beaucoup en fait la manière dont c'est amené, quoi. C'est un peu insouciant dans le sens où, lui est insouciant, elles sont un peu plus compte de la réalité qui est en train de se vivre. Mais l'insouciance fait avec la frénésie du montage et de la mise en scène, elle passe super bien, quoi. Là, t'es emporté avec. C'est ça. Et quand t'as la coupure qui se fait, donc la scène qu'il y a dans la bande-annonce où t'as les trois hommes de main. 3 hommes de main, ouais, voilà, les 3 hommes de main qui arrivent. Là, on repasse sur quelque chose de un peu plus sérieux, un peu plus carré niveau mise en scène. Ça bouge plus trop dans tous les sens non plus. Le montage se pose un peu plus. C'est la fin de l'insouciance et bam, retour à la réalité. Un peu, c'est fini les conneries et puis. Je trouve que c'est ce qui fait que le personnage d'Anora, en fait, elle est aussi épuisante qu'attachante. C'est-à-dire que autant, comme je disais, je trouve que t'as l'impression qu'il y a un amour qui naît pendant la période à Vegas. Autant dès le moment où Ivan se barre. Parce qu'il y a donc les hommes de main qui arrivent, il y a ses parents qui arrivent, tu comprends tout de suite que le conte de fées est fini, comme vous avez dit. Mais justement, le fait que tu vois Anora s'accrocher et possiblement y croire à cet amour, autant c'est épuisant parce que tu te dis pourquoi tu t'obstines alors que ça crève les yeux, que Ivan ne t'aime pas et que t'étais juste une distraction, autant ça crée un énorme attachement au personnage parce que c'est un personnage qui mérite bien mieux que ce qu'elle a dans sa vie. Et c'est là où je pense que Sean Baker est très intéressant, c'est quand justement il s'intéresse aux marginaux et qui te montre que ils méritent mieux que la vie qu'on leur propose. Mais en fait, ce retour à la réalité, c'est une énorme gueule de bois, comme je le disais. Ça se voit même à travers le personnage du... Je sais plus comment il s'appelle. Igor, peut-être? Non, pas le mec gentil, le mec qui se fait casser la gueule. Pas le prêtre. Ah, le deuxième. Qui se fait casser la gueule et qui finit par lâcher un énorme vomi dans la voiture. Il y a un peu ce truc, retour à la réalité, quoi. Garnick, voilà, exactement. Et c'est un peu un truc où il déambule, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait beaucoup repenser à Tangerine en fait, je crois. Je l'ai pas vu depuis longtemps, mais c'est un peu ça quand même, c'est des personnages qui déambulent, le taxi. T'as ce côté très, ça va dans tous les sens en fait. Ouais, mais ça va dans tous les sens, mais en même temps ça laisse le temps. Je repense à un plan quand ils sont près de la plage et que tu vois les personnages rentrer dans le cadre, dans une sorte de plan d'ensemble, rentrer et ressortir, ça se calme peu à peu en fait. Et t'arrives à la toute fin, donc la séquence de la neige, etc., où c'est vraiment très posé, très calme. C'est des plans ultra longs. C'est le repos, quoi. Vraiment, la fin, je la trouve très longue, un peu tirée en longueur même, mais en même temps, genre, comme tu dis, elle a besoin de poser en fait la dernière descente. On est sur un lendemain de cuite, quand juste t'as pris conscience que genre tout le rêve il est terminé. Genre, c'est vrai que la fin, genre, t'as beaucoup rigolé pendant tout le film, mais la fin, genre, personne ne parle. Genre, t'es assez. Elle est brutale en plus la fin. Ouais. Mais je la trouve très. Elle est douce, brutale, elle est. Douce amère. Ouais. Et très belle aussi d'une certaine manière dans le rapport en fait que va avoir Anora en fait avec Igor, parce qu'en fait depuis le début elle s'accroche avec Ivan qui finalement ne s'intéresse que très peu à elle ou que pour des questions triviales. Oui c'est ça, pour des questions purement sexuelles, physiques. Là où Igor qui va détester tout le long du film en fait est plus ou moins le seul à montrer une affection pour elle. Et cette dernière scène de fin où tu comprends que il y a ce moment en fait où elle s'effondre et qu'elle comprend qu'en fait il y a peut-être autre chose dans le rapport à autrui que le rapport purement matériel et sexuel et voilà, quelque chose de plus fort. J'ai eu cette réflexion pendant que tu parlais, mais de base que je voulais demander, est-ce que vous y voyez une pointe d'espoir à la fin ou pas du tout? Ah oui. 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 Oui, parce que genre il y a cette prise de conscience de, comme tu dis Julien, Anora, toute sa relation avec Ivan, en fait, elle a marchandé. Elle le marchande au moment où il se marie, et elle continue de le marchander au moment où, théoriquement, c'est censé prendre fin. Et jusqu'au bout, elle marchande avec la mère, elle essaye de négocier des termes. Et finalement, genre, ce qu'elle offre à Igor et ce qui s'offre à l'un et l'autre, genre, c'est totalement gratuit. C'est de l'honnêteté. C'est ça. Tu te dis, en sortant du film, genre, en sortant de toute cette histoire, Anora, elle va arrêter de marchander les relations. Et genre, au-delà du sexe, elle marchande une romance avec Ivan. Après, c'est le genre de film, quand même, qui se termine pour te dire oui ou non, quoi. C'est une sorte de coup de poing dans la gueule, de retour à la réalité, retour à cette honnêteté, mais maintenant, à voir comment elle va gérer le truc. Moi, je pense qu'on peut même pas donner une réponse, en fait. Parce que c'est simple de dire oui, on peut sortir de ce désir d'être aimé matériellement. Il faut en sortir, quand même. La leçon est là, mais est-ce qu'elle la retient, quoi? Voilà. Ouais, c'est ça, je pense que c'est pas tout le temps que des mecs arrivent pour dire allez, tu viens être ma copine pendant une semaine. Non, je pense que c'est plus ça reste au club et puis basta, tu vois. De toute façon, dans le film, t'as pas l'impression que. Enfin, elle est stripteaseuse, mais t'as l'impression que sa seule expérience d'escorte, c'est avec Ivan. Ah bon?
Cette sensation qu'il n'y a qu'avec lui où elle a franchi ce cap. Le film est flou sur ça, mais moi j'ai l'impression que justement c'est le fait que, comme disait Jérém, c'est pas tous les jours qu'il va y avoir une personne comme Ivan qui va débarquer. S'impliquer autant dans l'escorte. En fait, je sais pas si elle était escorte avant Ivan. Enfin, le film est flou sur ça. Ouais, j'avoue, je me suis pas posé la question en fait. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait que avec Ivan. C'est pour ça que je parle de la naissance d'un amour, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment une exception en fait. Ouais, quand je repense au cinéma de Sean Baker, tu vois, par exemple, The Florida Project, la dernière séquence du film, c'est les deux gamines qui courent à Disneyland, tu vois. Et qui vivent leur rêve un peu faux en fait, très matériel du grand Disneyland américain. Et je sais pas, je trouve qu'Anora c'est trop regardez, finalement elle a réalisé que c'était pas bien. Je sais pas, je trouve ça un peu simplet. C'est pour ça que peut-être que j'ai moins aimé Anora parce que je le trouve un peu trop simple dans sa morale peut-être. Après c'est un peu le souci genre tu sais du réalisateur quand il est porté à nu à partir d'une œuvre, c'est-à-dire que genre irrémédiablement c'est un peu présenté comme le film ultime de sa carrière ou en tout cas genre le film pivot, alors que quand tu le mets dans le moule de sa carrière c'est pas nécessairement le plus significatif. C'est ça. Et j'ai un peu l'impression que c'est son film qui va marcher grand public. L'effet Palme d'Or. L'effet Palme d'Or qui va faire qu'il va commencer à être... Son nom va être retenu. Parce que ça fait un peu comme Bong Joon-ho, même si pour le coup la Parasite, je trouve que c'est vraiment dans la carrière de Bong Joon-ho, c'est vraiment un point culminant. Mais Sean Baker, c'est quelqu'un qui était déjà bien installé dans le cinéma indépendant, pour le coup vraiment indépendant, bien avant cette Palme d'Or. Mais du coup, il y en a qui parlent déjà d'un Sean Baker rangé. En tout cas, moins sulfureux, moins virevoltant qu'il a pu l'être. Il y en a qui voient déjà en Anora une forme de rangement de sa part. Mais est-ce que... Oui. C'est surtout toi, Fred, qui a plus de bagages sur la carrière de Sean Baker. Mais est-ce que tu vois en Anora une forme un peu plus calme de son cinéma et une évolution vers un classicisme ? Non, il essaye toujours de changer. Moi, je repense toujours au dénouement de ses films. Florida Project, c'est très mignon, ça te raconte l'histoire de gosses en fait qui juste rêvent d'un truc très matériel. Alors que par exemple, Red Rocket, je le compare beaucoup à Uncut James. C'est juste un mec qui se met encore plus dans la merde et qui fait du mal et qui à la fin se fait punir un peu pour ça, quoi. Donc ça change beaucoup en fait. Ça change beaucoup ces films. J'ai vu vraiment en pure théorie, mais j'ai l'impression que, il n'y a pas vraiment de raison que ça change son cinéma, parce que déjà, je trouve que dans la promotion du film, en fait, le fait que ce soit une Palme d'Or a été énormément évincé. Si vous regardez les bandes annonces, à aucun moment, les premières bandes annonces, peut-être que ça a évolué depuis, mais même après avoir reçu la Palme d'Or, quand tu avais la bande annonce, ça s'affichait jamais en début de bande annonce Palme d'Or Cannes, tu avais directement la bande annonce du film de Sean Baker. Alors je sais pas comment est gérée la communication en France, je sais pas si il a une influence sur la communication des bandes annonces en France, mais j'ai l'impression qu'il y avait une volonté justement de pas mettre en avant tant que ça cette Palme d'Or. Parce que ça fait pas tant que ça Cannes finalement comme film. Ouais, mais qu'est-ce qui fait Cannes ? Est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que Sailor et Lula ça faisait Cannes ? Est-ce que même Pulp Fiction ça fait Cannes ? Est-ce que Titan ça faisait Cannes Ouais. C'est pas faux. Ça change beaucoup. De toute façon, on verra ça avec Jérém. Ah. Oui. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les amis, sur Anora ? Moi, je sais ce que Jérém a ajouté. Et oui. Les chiffres. Alors du coup, un budget de 6 millions de dollars pour Anora. Alors il me semble que de base Sean Baker voulait que ce soit un film un peu plus grand public et qu'il soit un peu plus visible et vu peut-être moins indé entre guillemets, même si ça veut peut-être pas dire grand chose, tu vois. Mais en tout cas voilà, je n'ai pas le comparatif avec ses budgets de ses autres films, donc en tout cas 6 millions pour celui-là. A savoir qu'en mondial, il est à 9,5 millions de dollars de recettes, avec un peu plus de 4,3 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, du 30 octobre au 5 novembre, il a fait 212 504 entrées. C'est le troisième des nouvelles sorties de la semaine, derrière Venom, The Last Dance et Juré numéro 2. Oh, ça me rend triste, parce qu'on se souvient du super carton d'Anatomie d'une chute, et là tu te dis, Anora, pour une Palme d'Or, ça... Après, Anatomie d'une chute, c'était français aussi. Ouais, le il y avait public ça. français, ça va plus facilement vers des productions nationales. Bon, on a oublié de parler juste vite fait des acteurs, mais en tout cas, moi, je trouve que Mickey Madison, grosse révélation. C'est ça qui a fait partie des... je sais pas si vous avez vu, mais tous les acteurs qui émergent actuellement, ils étaient tous dans le Once Upon a Time de Tarantino. Et elle y était. Elle y était. Margaret Qualley, dont on va parler dans quelques instants, y était. Sidney Sweeney y était. Austin Butler y était. Ah bon ? Mais oui, en fait, dans la famille, dans les Manson, là, t'as tout un moment où ils sont dans le désert, là, il y a tous les membres de la famille, et en fait, ils sont tous dedans. Ah bon ? Et en fait, Tarantino, c'est dans le camion là quand il y a trois meufs qui arrivent en costume tout noir là pour tout flinguer, elle est dedans. La personne qui a fait le casting de Once Upon a Time in Hollywood est visionnaire. C'est ça. Mais c'est trop fort. Mais oui. Du coup, a posteriori, quand tu vois le casting de Once Upon a Time in Hollywood, il y a vraiment tout le monde, Qui a de percé. Al Pacino à putain de Mickey Madison, quoi. Mais c'est impressionnant. voilà. Margaret Qualley était là, Sidney Sweeney était là, Austin Butler était là. Tu sais ce qui est vraiment impressionnant ? C'est la transition que je vais faire, parce que Coralie Farja était dans l'effet cloche sur TF1. Quoi ?
j'ai découvert que Coralie Farja, elle s'est fait connaître en 2007 avec une mini-série TF1. Genre, je te jure, va regarder l'image, genre des fées cloches, et genre c'est Coralie Farja dans un des deux rôles, et genre elle est scénariste, et aujourd'hui elle fait genre... The Substance. Ouais, Ça parle de quoi, l'effet cloche? mais genre tu sais, c'est juste une série débile, genre de fées des dents, genre c'est une mini-série, genre style Mes chers voisins sur TF1, mec. Waouh. Et genre c'est quoi ce grand écart? Genre c'est pire que moi, mon passage d'étudiant en cinéma à Croque-Mort. Bon quand même, The Substance, ça a bénéficié d'une bonne grosse com, tout le monde l'a vu passer, et tout le monde avait déjà genre l'impression que ça allait être incroyable. En tout cas, ça se présentait déjà comme un gros mastodonte du cinéma du body horror. Et pourquoi aussi on dit que c'est Cannes? Parce qu'il a remporté meilleur scénar aussi. Voilà. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Une seule injection générera une autre version de vous-même. Voici la substance. Je suis sous. Vous êtes engagé. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas deux, vous n'êtes qu'une. Ah, vous n'êtes qu'une. J'ai peur. Alors salut Fred. Bon, toi, je pense qu'on ne te demande pas de Fred, je pense que t'as dû adorer vu le film que c'était. J'ai adoré ce film. T'en J'ai as pris, pleuré. t'en as pris plein les yeux. J'en ai pris plein les yeux. C'est incroyable. C'est le meilleur film. Alors voilà, le truc que j'ai marqué en premier quand j'ai terminé ma séance, c'est que je me suis rappelé du DCP, on a parlé de Megalopolis. Oui. Et je me rappelle que toi, tu disais, ouais, Megalopolis, c'est un peu une sorte de film visionnaire, c'est ce qui va se passer dans le champ hollywoodien dans 15-20 ans. Ouais. Et ben moi, j'ai un peu l'impression que The Substance, c'est mon Megalopolis à moi. J'ai un peu l'impression, c'est que c'est un film qui a beaucoup d'avance sur son temps et qui, peut-être, d'ici 20-30 ans, sera un peu une norme qu'on verra un peu partout dans les films, c'est-à-dire le côté très sensitif, qui est un film qui se sent, qui se ressent, que ce soit dans le son, dans le visuel. Bon là c'est un body horror, donc normal qu'il va y avoir beaucoup de trucs visuels. Mais j'ai eu cette impression que j'ai vu un film très futuriste. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Oh. Pour moi, c'est un film genre qui Attention à qui ce ne que tu fait dis. enfin qui invoque le passé justement. Genre c'est un genre des années 80. Mhm. On te cite du Shining, on te cite du Argento, on te cite un vieux cinéma. Mais c'est trop bien. Ah putain. Vas-y, Julien. Ah merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film, écoute. Non, mais Oui. Les gars, je vous jure, depuis le début, je pensais être le seul à avoir adoré. Je me suis dit mais c'est pas Attends, possible. t'as pas entendu mon avis, mec. moi, juste honnêtement, c'est littéralement Challenger plus Love Live Bleeding. Ah ouais. Je ne pouvais qu'apprécier. Mais oui. Avec sur fond Sunset, Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. Il y a pas un peu de Lynch aussi là-dedans. C'est très C'est lynchien. ça. Il y a ouais, tout, il y a on tout. en parlera, mais il y a tout. C'est pour ça, c'est très passéiste. Et toi Et donc du coup, Fred, je vais devoir être très mesuré dans mes propos, hein, parce que Il a adoré, il a adoré, il a adoré, il a adoré. c'est le film de l'année, bordel, putain. C'est le film de l'année. Ah, ça va tellement saturer dans mes oreilles au montage. Oh merci. Ah j'ai eu peur. Hein. Je croyais qu'on allait se battre ce soir. Non, je vais pas refaire une miséricorde. C'est le film de l'année, C'est bordel. génial. J'ai pas ressenti d'émotion aussi forte au cinéma depuis Megalopolis. Ah bah trop bien. Bon Megalopolis mais trop bien. Megalopolis, j'ai préféré. Mais c'est les deux films en ressortant où j'étais genre émotionnellement épuisé. Mhm. Megalopolis, j'étais épuisé de joie. Substance, j'étais épuisé d'horreur parce que c'est terrible comme film. Je me suis un peu trop mordu la lèvre de terreur. Pas au point de m'enseigner la lèvre, mais c'est violent. Mais c'est terrible et très très drôle aussi. Nous, on a beaucoup ri dans notre Ah, salle, oui. était hilar. Hein. J'en pouvais Ah bon plus. J'étais Ah ouais, non, mort sur de certains rire. mots. Non, en vrai, il y a certains passages. Moi, je voulais bien me marrer, hein, vraiment. Parce que c'est du kitsch, enfin c'est du kitsch et du du tape grand à l'œil guignol, ultra comme tu veux, assumé. En fait, faut pas du tout prendre ce film au sérieux. Hmm. Mais ça marche bien, ça marche très bien. Même si des fois, je trouve que ça en fait le fameux, ça en fait peut-être trop. Genre, il y a des plans qui sont vraiment pas beaux. Je pense aux surimpressions sur les objets, par exemple. Mais en fait, des fois, c'est ou des reflets que tu as dans les pommeaux de porte. Mais en même temps, le côté, c'est clipesque, t'as des focales, c'est super élargi. C'est totalement un conte du début à la fin. Alors j'avais lu un commentaire évident en soi, c'est que le film a aucune nuance. Totalement. Et Ça en n'a- fait, genre, moi, le film, il m'évoque vraiment, genre, tu sais, le gros marqueur noir ou le gros fluo qui surligne à balle son propos. Et effectivement, genre, ça surligne à balle et c'est sans aucune nuance. Mais en fait, genre, ça rend le dispositif horrifique
tellement plus fort parce qu'en fait genre tout est tellement gros, tout est tellement genre près de l'horreur, même le discours en devient genre anxiogène. Moi, je trouve pas que ça en fait trop, et je trouve pas que Farja, elle veuille trop dire regardez ce que je fais. Je pense qu'elle rentre dans le truc, c'est très kitsch, mais c'est assumé. Donc dès que c'est assumé, ça en devient cool. Mais Quoi. le discours est là, et le discours est genre d'une évidence, genre ultra limpide. Il y a pas mal de couches de lecture, mais genre quand t'as ce personnage ultra caricatural du producteur, genre c'est juste une caricature sur pattes, mais genre c'est tellement caricatural qu'il en devient stressant. Moi, ce mec-là m'a stressé. Mais moi, j'aimerais revenir sur le côté sensitif. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que déjà, ce que faisait Corey Farja dans Revenge, il y avait beaucoup de ça. Est-ce que vous avez vu Revenge Non. ici? Oui. Je crois, Jérém, tu l'as vu, ouais. Ouais, je l'ai vu. Et, ouais. J'aime et beaucoup Revenge, il y avait déjà un peu de ça, tu vois, le côté très. Donc là, dans Revenge, ça parle d'un viol, en fait, d'une femme qui se venge de ses agresseurs. Bien sûr. Et en fait, pour mettre en scène le viol, ce que faisait Corey Farja, c'était de prendre des très gros plans symboliques de pommes mangées qui pourrissaient avec des fourmis. Il y avait aussi le côté qu'on retrouve aussi dans The Substance. T'avais donc l'un de ses agresseurs qui mangeait des ours en guimauve, et t'avais un énorme gros plan de sa bouche au ralenti et le bruit des ours qui se mâchaient. Donc il y avait déjà ce truc un peu très sensitif, très dans le très gros plan. Et là, en fait, elle le fait, mais pendant tout le film, en fait. Bah, tu l'as dans c'est là tout le film. les scènes de cuisine. Tout. La mise en comparaison du corps féminin et avec la viande, l'aligot. Vous ne mangerez plus jamais un aligot de la même manière. Non, mais Plus jamais. c'est sûr. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'avec ce livre de cuisine de recettes françaises, je sais pas, c'est peut-être moi qui imagine le truc, mais j'ai un peu l'impression qu'Aurélie Farja, c'est... parce que je sais pas si vous savez, mais en gros, ces deux films, c'est des films américains, c'est un peu fait recal de la France, quoi. Personne croyait en ces projets. Est-ce qu'il y aurait pas une petite balle perdue en mode, la France, regardez ces petites recettes classiques de cuisine, qu'est-ce que j'en fais, en fait? Regarde ce que j'en fais, en fait, tu vois, tes recettes de merde. Tu vois, ça se voit que tu analyses bien, parce que moi, le seul commentaire que je me suis fait en voyant le livre de recettes françaises, je me suis dit, j'aurais kiffé voir Philippe Etchebest. Non, mais j'ai un peu l'impression qu'elle a craché sur ces producteurs français qui ont jamais cru en elle, en fait. Mais 100% oui, en vrai, hein, je Ouais. pense. Je pense aussi. Surtout un film qui se passe essentiellement à Los Angeles. Et qu'elle a tourné entièrement en France. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, Ouais, c'était ouais. tourné entièrement en France. C'était très compliqué le budget, je pense que t'en parleras Mais Jérém un peu. Mais Ça rend le truc encore plus incroyable parce que tout dans le film est sur le paraître, la fausseté, le côté très publicitaire. Ça, c'est tout ce message très développement personnel, très libéral, très deviens la meilleure version de toi-même que tu appliques littéralement à travers un sérum qui te transforme. Et c'est encore plus fou parce que tu te dis, le film n'est même pas tourné aux US, t'as l'impression d'être aux US tout le temps. Donc ça rend la prouesse encore plus incroyable. Puis bon, le body horror, quoi. Genre, je crois qu'en termes de transformation et de modification du corps, mais c'est. Je trouve ça assez fou, les images que tu as visuellement. c'est culte pour moi. Ces écholographies sont cultes. La France est le pays du body horror en ce moment, voilà, fermez-la. Mais Parce que entre Titan et The Substance, bordel. Mais c'est vrai que moi, mes rêves de body horror, et on en parlait hier, Jérém, c'est des films des années 80, quoi. C'est La Mouche, c'est du pur Cronenberg, où ça va être le Blob, ça va être Alien, il y a un peu de ça. The Thing. Et genre, tu sais, c'est des effets carton-pâte qui te renvoient vachement aux années 80. Et là, d'avoir un film, genre, pour moi, c'est pour ça qu'il est à ce point anachronique, et je le vois pas du tout visionnaire, je le vois très dans les années 80. Parce qu'en fait, genre, même les effets, et même s'ils sont brillants, c'est pas des effets numériques, c'est des effets genre des années 80. Non, mais je suis d'accord avec Cohen, et c'est pour ça que je trouve que le film, il est monstrueux par son propos, mais en fait les images sont pas non plus forcément choquantes, parce que tu sens l'effet spéciaux qui est derrière, tu sens le travail dessus, et c'est là où je trouve que t'as toute une différence entre le gore et le body horror. En fait, c'est pas la même chose. Ouais. T'as pas cette idée forcément de choquer c'est sanglant, certes, tu peux avoir du dégoût, mais tu sens qu'il y a un travail d'effet qui n'est pas du numérique, en fait. C'est pas juste choquer pour choquer. C'est ça, le body horror, ça se veut des transformations exceptionnelles du corps qui dépassent l'entendement et qui donc du coup se veut un peu faux, entre guillemets. Alors que le gore, ça se veut un peu plus peut-être viscéral et peut-être plus ancré dans la réalité. Mais la limite est très fine, tu vois. Mais pour moi, en termes de body horror, The Substance, ça atteint des sommets que j'ai rarement vus, quoi. On peut référencer le film avec plein de films, donc effectivement The Shining, je pense que tout le monde a vu les posts, Ah bah, j'ai vu plein de posts sur Instagram. les grands couloirs, tu penses Voilà. tout de suite aux couloirs de Shining. Mais la seule référence dont j'ai pas entendu parler, alors que je trouve qu'elle est très moderne, justement, c'est pas du tout par rapport au body horror, c'est par rapport à Spencer. Je trouve qu'il y a des petites refs. Moi, j'ai vraiment eu l'impression. Personne n'a vu. T'as vu Spencer, toi? Bref, dans Spencer, en fait, c'est Kristen Stewart qui se balade dans des sortes de longs couloirs vides, et en fait, t'as sa longue robe qui traîne le long du sol dans des gros travelling. Il y a toute cette scène quand elle va dans la salle de bain avec sa robe qui traîne sur le sol. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle faisait référence à Spencer. Mais je parlais pas pour ça, de base. Un film d'horreur des années 80 que j'ai adoré, que j'ai retrouvé dans le film, c'est Society.
Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Ça me dit pas. C'est à la toute fin du film, donc je vais pas trop spoil, mais quand vous avez la fameuse Elisa Sue, en fait c'est une énorme référence à Society, qui est un film d'horreur des années 80, où vous avez une sorte de communauté de bourgeois qui se réunissent tous les soirs pour faire des sortes de banquets, on sait pas ce qui s'y passe, et un jour un mec rentre dans ce banquet, et en fait tu te rends compte que ces bourgeois font une sorte de partouche géante en formant plus qu'un seul corps, et qui bouffent les pauvres gens démunis. D'ailleurs, en parlant de bouffer, mais c'est aussi tout le thème du vampirisme, en fait, dans le film. Je veux dire, c'est comment tu suces littéralement la vie de l'autre à travers le double. Et finalement, ça renvoie directement comment toute la question de la beauté, les questions très superficielles, de la publicité, etc., en fait, vident ton essence vitale. Et ce que je trouve fou aussi, c'est juste le choix de casting. Parce que je trouve que Demi Moore, c'est l'incarnation aussi de l'idée qu'elle représente dans le film. C'est-à-dire que Demi Moore, je vous demande un film de Demi Moore. The Substance. Alors maintenant, Substance, mais. Ghost. Voilà. Mais autrement, t'en as pas des masses. Hein. Et Demi Moore, genre, c'est une actrice, genre en soi, elle te fait évoquer les années 90. Genre, tu te dis Demi Moore à tout le monde. Ah, mais oui, Demi Moore. Et là, tu réfléchis en mode ah putain, dans quoi je l'ai vu en fait. Il y a beaucoup de prod où elle était très sexualisée en fait. J'ai regardé un peu les affiches après parce que j'étais curieux de sa filmo et j'ai oublié un peu le nom, mais il y avait beaucoup d'affiches où tu la vois carrément à poil. Parce que c'était ça en fait. C'était Demi Moore dans les 80-90, c'était une meuf à poil hyper sexy quoi. Et Margaret Qualley devient un petit peu ça quand même. Ouais. Aussi. Bah justement, moi je trouve que le casting est assez exceptionnel à ce niveau de méta-filmique en fait. C'est vraiment, t'as Margaret Qualley qui est la fille du coup d'Andy McDowell, et Andy McDowell elle a un peu la même, je trouve un peu la même aura, même si elle est jouée dans des films un peu plus connus que Demi Moore quand même. Andy McDowell, c'est quand même Un jour sans fin et 4 mariages et un enterrement quand même, Andy McDowell. Mais vu que c'est la fille de Andy McDowell, tu vois, je trouve qu'il y a un truc en mode, c'est, je sais pas, c'est genre Demi Moore et Andy McDowell, tu pourrais dire c'est un peu les mêmes stars dans le sens où tu sais pas forcément dans quel film ils ont joué, mais tu connais leur nom, tu vois peut-être même pas à quoi ils ressemblent. Et pareil, Dennis Quaid, pareil. Ah oui, bah, lui je sais même pas d'où il sort. Dennis Quaid, le seul film que j'ai de référence avec lui, c'est Le jour d'après avec de Roland Emmerich. Donc vraiment, c'est. Ah oui, et puis c'est un film que j'ai pas vu depuis 15 ans, donc je peux pas t'aider là-dessus. Voilà, mais comme quoi je trouve le casting ultra pertinent. Et à savoir que de base, le personnage du producteur, ça devait être joué par Ray Liotta, mais qui est malheureusement décédé avant de pouvoir, dommage. pouvoir tourner. Ça aurait été incroyable, Ray Liotta dans ce film. En plus, il a tellement genre, c'est la même gueule, hein. Et le rire de Ray Liotta, imaginez. Ce rire des affranchis dans The Substance. Oh là là. J'ai pensé exactement la même chose. Quand j'ai lu Ça aurait été exceptionnel. Oh là là. Moi, un autre truc qui m'a choqué aussi, c'est aussi un film de quasiment huis clos. Oui, Et je trouve que la salle de bain, elle est terrifiante. Et en matière de dispositifs horrifiques, l'utilisation de l'architecture, déjà de l'architecture de cet appartement, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi ce long couloir qui te mène à la salle de bain. Et un des plans qui m'a le plus marqué, c'est le plan où en fait tu sais qu'il y a Demi Moore qui est derrière cette cave de la salle de bain. Tu sais qu'on lui a retiré beaucoup de sa beauté et d'un coup tu l'entends. La respiration. Alors ouais, tu la vois gigoter un petit peu au loin. Tu l'entends qui se réveille. Tu l'entends qu'il se rend compte des ravages qu'il y a sur son corps et t'as le cri. Et en fait, genre le film à chaque fois, genre on parlait de lendemain de cuite dans Anora. Il y a un peu de ça dans The Substance, dans le sens où à chaque fois que le personnage de Demi Moore se réveille de la cuite de sa vie avec Margaret Qualley, et bah t'as les conséquences physiques, mais qui sont toujours désastreuses et toujours genre t'as la caméra qui est floue, la personne qui se lève en titubant, et genre c'est à chaque fois la scène dans le miroir, chaque fois le point de vue dans le miroir, il est terrifiant. Moi, ce qui est génial, c'est que c'est du coup un huis clos, mais ça se passe pas uniquement dans sa salle de bain, mais même dans les autres endroits du film, t'as l'impression d'être en huis clos. Par exemple, bon, déjà Margaret Qualley, quand elle part de chez elle, c'est en fait pour s'enfermer dans des sortes de studios d'enregistrement. Enfin, je crois que la seule fois où tu la vois un peu sortir, c'est en voiture avec des jeunes de son âge, quoi. C'est un plan vraiment de 3 secondes. voilà, Mais ça, rapidement, quoi. quoi. Et quand je pense aussi du coup à Demi Moore, bah, en fait les seuls moments où ça devient une sorte de routine, c'est quand elle va chercher la substance. Et en fait j'ai l'impression que la substance, quand elle part chercher ce produit, c'est très marrant parce que j'ai parlé d'une petite ref d'un grand réalisateur qui est à cette table, qui s'appelle Julien. Hein Tu m'avais montré beaucoup trop d'honneur, Fred. Tu m'avais montré ton film, et je me rappelle que c'était une sorte, tu l'avais présenté comme un peu de la science-fiction et que tu filmais juste les coins de l'image, tu sais. Je sais pas, c'était lequel déjà, c'était quoi le titre? Tu filmais des coins, des recoins d'une image, ouais, voilà. Et dans ces passages-là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est qu'elle va tellement vite que la caméra s'attarde pas vraiment sur ce qui est autour d'elle, et ça s'attarde vraiment sur des petits coins d'image, et en fait t'as vraiment aussi l'impression d'être resserré quelque part dans une sorte de huis clos. Et puis même dans cette routine, la caméra est de plus en plus erratique quand quand elle va chercher la substance, elle va chercher le truc, l'activateur. la boîte dans le. Mais du coup le huis clos il est un peu partout.
Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'à aucun moment j'ai eu l'impression qu'elle se relâchait. Même le seul moment où elle aurait pu se relâcher, c'est avec Fred au dîner. Je sais pas si vous vous rappelez. Et en Oui, fait, si, finalement, si. il y va pas. Donc il y a vraiment ce truc où le huis clos il est vraiment partout, quoi. Mais c'est assez fou parce que le huis clos est partout, mais le regard est partout aussi. C'est-à-dire que soit tu es dans un studio d'enregistrement derrière les caméras, derrière tous les techniciens, et même quand elle est chez elle, en fait, elle a cette baie vitrée où il y a cette affiche qui la regarde. En fait, elle est toujours vue, donc c'est du huis clos, mais t'as jamais de repos. Bah, les caméras sont omniprésentes aussi, oui, c'est ça. On se focus beaucoup sur les caméras d'enregistrement quand il y a ça, justement, en plus, qui ont une importance capitale dans une des péripéties à un moment donné, les caméras. Et puis même, il y a la fin, la scène finale, genre tu sais, t'as plusieurs plans qui reviennent sur l'objectif de la caméra, avec des phrases un peu pivot, misogynes, qui hantent le personnage de Demi Moore, du style à 50 ans c'est fini, et à chaque fois ça revient sur l'objectif de la caméra. Allez, ça c'est peut-être mon petit reproche. Il n'y avait oui. pas besoin de remettre les phrases. Il y a des moments, ça pouvait se comprendre, mais là je chipote. Mais quoi qu'il en soit, moi je suis aussi admiratif juste du concept même du film, qui est d'une simplicité folle. Ouais. Et mais il faut l'avoir. Il y a quelques films qui sortent en ce moment qui arrivent à avoir cette sorte de souffle d'idée en mode. L'idée juste elle est en mode waouh, trop bien. Bah, c'est pas je trouve que ça ne démérite pas son prix du scénario. Us avait ça par exemple. Quand tu Oui. vois le concept de Us, après faut voir ce qu'il en fait. Mais quand tu vois Us, tu dis ah mais l'idée en fait tout le monde aurait pu l'avoir. Et Substance, il y a beaucoup de ça. C'est souvent dans l'idée du double en fait. Les idées de double, c'est tout con, hein. Vraiment de se dire, vas-y, qu'est-ce que je fais s'il y a une version, bah, soit je me retrouve vraiment face à un double de moi, ou une version améliorée, plus jeune, plus belle, plus tout ce que tu veux. C'est des idées toutes bêtes, mais faut les avoir. Et quand elles sont bien traitées, comme l'a pu faire Coralie Farja dans The Substance, moi, quand tu veux. J'emboîte le pas de Jérém, mais c'est surtout que on parlait souvent des films un peu conceptuels, et je pense que j'avais déjà évoqué dans de très anciennes émissions que le problème des films à concept, c'est que très vite le concept s'épuise. Je repense le film avec Karim Leclou où il faut le tuer. Vincent doit mourir. Vincent doit mourir, voilà. Donc des films très conceptuels comme Vincent doit mourir où où vite le sujet s'essouffle, t'atteins très vite la limite, mais je trouve que The Substance, c'est un des rares films conceptuels qui arrive à se tenir de bout en bout. Et quand bien même au début, sur le moment dans le visionnage, je me disais que le prologue, on va dire, voilà, le dernier chapitre était peut-être de trop, ça pouvait totalement se finir avant, ça se finissait sur cette image, ça marchait très bien. En fait, c'est peut-être 20 minutes en plus, 20 minutes, 25 minutes peut-être, un peu longue, mais en fait, ça conclut très bien comment ça commence. Ça commence comme un conte, ça finit comme un conte. Ouais. Et ça, c'est très fort. Et puis en début de discussion, Fred, tu parlais de l'aspect sensitif du film, et c'est vrai Oui. que la fin, alors le son était un peu trop fort. J'ai eu mal aux oreilles aussi. Je Ouais. pense que ça dépend Moi du aussi. mixage de la salle, mais Ouais. Châtelet-Léal, ça m'a tué. Châtelet aussi m'a tué. MK2 Bibliothèque. m'a ouh. tué un peu aussi. Ouais. Mais effectivement, genre c'était très puissant d'un point de vue sensitif, d'un point de vue ressentir l'image, ressentir ces couleurs, la texture du sol, la texture du manteau jaune de Demi Moore, c'est assez fou. Et là, en fait, je suis tombé sur un top vite fait des meilleurs films d'horreur français, et je me rends compte que genre dans le top 8, on a 5 films qui ont moins de 10 ans. Ce sont des films comme Grave, comme Vermine, Et des films Ghostland, français, ouais. Titan, The Substance. On se rend compte que finalement le cinéma d'horreur français là, il est quand même en pleine effervescence. Parce que les 3 autres films, ce sont Haute Tension, Martyr et Les Yeux sans visage. Les Yeux sans visage qui a vraiment Ouais, les 60 ans. Franjou. Après, moi, j'ai pas mis The Substance dans la catégorie film français parce que Moi non ça plus. ne reste pas moins un film américain. Ah oui, Quoi. très C'est clairement. juste la réalisatrice qui est française et qui justement a réussi à faire son film parce qu'elle a réussi à trouver ailleurs en fait, Ouais. autre qu'en France. Donc il reste quand même un problème aujourd'hui. Ah, ça, Maintenant, ça se développe un peu, ça se développe un peu après encore en France, mais bon allez, je fais une digression. Mais quand on essaye de faire des gros projets un peu de genre, on a tendance à leur taper dessus, un peu comme quand t'as l'amour ouf qui tente des choses et quand même il peut avoir beaucoup de défauts. Je parle pas du fait de relever qu'il peut en faire tous des défauts, mais c'est vraiment des critiques qui viennent assassiner le film, alors que quand ça se fait aux US, c'est très bien, et c'est à cause de ce genre de comportement en fait que ça fait que des réals comme Farja sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour pouvoir faire des films pareils. C'est pas le premier exemple. Alexandre Aja, tous les grands réals partent aux États-Unis. Bah, parce celui que- qui a fait Vermine. Voilà, va- il va il faire part Evil faire Dead, il va faire Evil avec Dead. Flaubert quoi. C'est Voilà. ouf. C'est incroyable ça. Je le vois tout le temps Flaubert. Non mais c'est tu ça, passes c'est de un Nous truc les de fou. Leroy à Ouais. Evil Dead, je trouve Ouais. ça incroyable. C'est incroyable. Mais ouais, le cinéma français de genre, c'est un truc. De toute façon, moi, dès l'arrivée de Grave, je me suis dit, il se passe quelque chose. Dès 2016, 2016-2017, vers cette période-là, je me suis dit, il se passe quelque chose, ça va devenir quelque chose de grand, le cinéma de genre français, je pense. Et sauf que les investisseurs donnent pas assez, je trouve. Ils donnent pas assez les moyens. Donc, ça serait bien. Alors après, mon rêve, qui est
un film de genre populaire français, c'est assez compliqué, hein, mais ça pourrait être assez compliqué de trouver ça. Mais Vermine, hein. Ah ouais, mais un film qui est le poids de La Mouche, dans voilà, le conscient collectif, mais Made in France. Made in France, voilà. Parce que La Mouche, genre tout le monde l'a pas vu, mais genre c'est un film qui résonne dans l'esprit de tout le monde. Mhm. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Il y a tellement de choses Non, à dire. en fait, vrai. je redis juste un truc, mais c'est le problème, c'est que je pense qu'on pourrait. J'essaie d'être concis parce qu'on pourrait partir très longtemps, je crois, sur The Substance. Mais non, mais aussi la façon dont elle filme le corps féminin, en fait, Farja. C'est super intéressant de comment, en fait, elle inverse, enfin, elle utilise l'hypersexualisation, mais elle l'utilise de manière très ironique, très caricaturale, en fait. Et au lieu que tu aies cette idée en voyant ça, tu te dis ah bah c'est trop bien, c'est super sexuel. En fait, ça te crée l'effet inverse. Tu te dis mais en fait tu vois ce qui est dénoncé derrière et ça fonctionne très bien. C'est ça, c'est dans le truc de je fais tellement trop que du coup ça annihile tout, tu vois. Enfin, ça fonctionne parfaitement. Et puis voilà, on a ce regard très masculin qui se veut très masculin sur certains points, alors que bon bah pas du tout quoi. Tu comprends derrière qu'il y a une ironie un peu, enfin ironie peut-être pas, mais qu'il y a une critique de tout ça, et même en général t'as une critique de bon vas-y on va dire enfin Men Are Trash en général, mais voilà quoi. Mais l'hypersexualisation est tellement caricaturale que oui, effectivement, t'en arrives à un point où t'arrives même plus à sexualiser les corps à l'écran. En fait, ça devient juste des corps qui peuvent être totalement masculins ou féminins. Dans Revenge, c'était un peu ça, c'était que au tout début, la personnage principale s'est présentée comme une sorte de Lolita qui attire tous les regards, et à la toute fin, quand ça devient une sorte de survival, le corps il a beau être dénudé, parce que je crois qu'à la fin, on se retrouve vraiment avec genre 2-3 vêtements, enfin, presque à poil, mais il y a même plus une sexualisation parce que c'est devenu maintenant une personne qui... Ah, c'est devenu une badass, hein, une badass quoi. Il y a un peu ce côté-là. Elle a transcendé cette C'est situation. ça. Et donc les deux films c'était ça en tout cas. Les gros plans sur les fesses dessous, je crois je pense que ça se répète au moins 10 fois dans le film. Et en fait on arrive à un moment où c'est tellement exagéré que t'as rien à dire de ce plan en fait. C'est juste un plan de fesses quoi, de peau. Comme disait le chef opérateur. Ouais, non, c'est ça, j'avais vu un tweet d'un mec qui était opérateur caméra pour la deuxième équipe et qui disait j'ai passé mon temps à filmer des culs et des palmiers. C'est vraiment ce que j'ai fait quoi. Quand j'ai vu ce tweet, je me suis dit ok, ça a l'air d'être exceptionnel du coup. Mais je crois que quand je disais que c'était un film futuriste, effectivement ça a plein de rêves des années 80, plein de trucs un peu excessifs comme on pouvait les avoir. Mais je dis futuriste plus dans le côté, vous avez utilisé le mot clipesque. Je sais pas comment va devenir le cinéma, mais j'ai l'impression que c'est un film qui arrive quand même à la fois à critiquer le truc un peu commercial du clip, des trucs un peu trop surfaits, mais en même temps ça s'arrange avec pour créer un film beau, enfin pour créer un film qui s'intègre à ça quoi. Ça dénonce les moyens qui sont utilisés. Mais ça utilise les mêmes moyens c'est très pour faire méta, tu vois. Donc je me dis que c'est peut-être ça le cinéma du futur. Dans le sens clipesque, dans le sens il y a des séquences clés et donc du coup ça en. Pour moi l'idée de clipesque c'est ce côté très. T'as des plans qui suivent vraiment un rythme de musique, c'est très haché, c'est très découpé, c'est très zoomé, c'est très lisse l'image en fait. Il y a des encarts. Ça. Il y a écrit noir sur blanc sur l'image. Vous n'êtes qu'une The Substance. Genre, tu sais, où il n'y a que juste l'image, le mot à l'écran. En fait, je prends une musique pop, vraiment musique pop 2024. Je prends le clip où tu vois plein de petites séquences, genre Margaret Qualley qui se balade dans Los Angeles, les images du clip dans le studio, etc. Tu mélanges tout, tu montes, en fait, t'as un clip. Est-ce que Suicide Squad était novateur alors en 2016 ? Peut-être. Waouh. Va-t-on le reconsidérer ? Non. Ouais, il y a tellement de trucs à dire, toutes les strates de lecture évidemment qu'il y a, donc, mais je pense qu'on ne pourra pas en faire le tour sans digresser pendant 1h30. Voilà, tant le film finalement est gros et voilà, c'est un des plus gros films de l'année. Moi, c'est mon deuxième film préféré de l'année. C'est aussi dans mon top, exactement. Moi, je l'avais pas du tout noté, je l'ai mis nulle part. J'attendais vraiment d'en discuter ce soir. Oui. Mais j'ai vraiment, malgré les petits défauts que je peux quand même le reprocher, je trouve ça très fort. Je trouve que c'est une belle prouesse. C'est un film qui ressortira évidemment mais je pense quand on parlera de 2024. Je pense qu'il sera culte. Je pense qu'il a une aura déjà. Je pense qu'il est marquant. Il a vraiment quelque chose. Vous vous rendez pas compte parce que le film est sorti il y a un mois aux États-Unis. Vous auriez vu Halloween aux États-Unis là-bas, c'est que des costumes de The Substance. C'est devenu culte. Il y a des iconographies qui ont tellement marqué les gens que c'est devenu automatiquement culte. C'est déjà dans le top des films d'horreur du 21e siècle. C'est un truc qui fait que c'est exceptionnel niveau technique. Enfin, vraiment, Owen me disait photographie de l'année. Oui, je suis d'accord. Au niveau
Les effets Oui, plastiques. des effets plastiques, oui, des effets des spéciaux, prothèses, voilà, ouais. voilà, les prothèses, c'est le mot que je cherchais. Tout ce qui est au niveau des prothèses, etc., c'est assez exceptionnel. C'est vraiment des trucs que j'ai vu, un des meilleurs trucs que j'ai vu depuis longtemps. Et pareil, ça pousse toujours les potards encore plus à fond. Tu te dis jusqu'où ça va aller. Et putain, quel kiff quoi, merde. Mais surtout que ce genre d'effet pratique de prothèse, dans les années 80, il y avait la pellicule, donc le genre d'imperfection passait encore. Là, on est à l'ère du numérique, à l'ère de l'image extrêmement lisse, et je trouve ça fou que des prothèses soient à ce point parfaites. Mais il va falloir conclure, les amis. Ça fait déjà 1 heure qu'on enregistre. Waouh, quoi Quasiment, ouais. Ah ouais, on va conclure alors. Conclusion, elle aurait dû aller manger cette pizza chez Luigi. Ah ouais. Oh oui. Mais on se serait vachement ennuyé si elle l'avait fait. Allez les amis, allez Jérém, les chiffres. Alors, tu voulais savoir le budget, 17,5 millions de dollars. Comment tu fais autant de trucs cool avec si peu d'argent? Et dis-toi qu'il y a des films qui ont des 100 millions, 200 millions et c'est lisse. C'est lisse. Alors que là, c'est... Alors, au mondial, il est à près de 45 millions de dollars de recettes, dont 15,5 millions aux États-Unis. Et donc, les chiffres du premier jour viennent tout juste de tomber. Donc, hier, c'est le deuxième des sorties du jour, derrière Louise Violet, avec 30 632 entrées. Allez voir The Substance. Oui, allez le voir, bordel. Même si c'est des petites natures. Parce que moi je dis ça à plein de gens, aller voir le film. Oh non, c'est pas trop mon truc. Tu ça. sais, je suis allé manger juste après sans aucun souci. Oh, moi aussi, un gros burger. On était content de pas avoir mangé avant, par contre. hein. Avant, je suis d'accord, mais après, tu sais, j'ai mangé un KFC, j'ai repensé à la scène du poulet en plus, j'étais en mode, oh, ça va. Ah ouais, le poulet dans le nombril. Bref, on passe enfin au rattrapage. Oh Dieu sait qu'ils sont nombreux en plus. On a 4 films de rattrapage à faire, surtout qu'on est nombreux à les avoir vus. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, un film qui nous vient de la Lettonie. Bah, c'était trop cool, je l'ai vu à l'instant avant de venir. C'était mignon. C'était super mignon, moi ça m'a beaucoup plu le fait que ce soit des animaux qui n'aient pas droit à la parole, le fait que ce soit une animation assez, un petit film indé quoi. Ça fait très vidéoludique. Très Les gens vidéoludique, parlent ouais. beaucoup de l'espace, de la gestion de l'espace qui est très vidéoludique. Ouais, qui est très genre le petit face à l'immensité quoi, des paysages. Et c'est génial, moi j'ai adoré la caméra qui est très mouvante, qui se permet d'aller dans des recoins, mais c'est génial. Genre. On est gâtés niveau animation. hein, Ah ouais, en non, ce c'était moment. vraiment incroyable. J'ai lu un peu des trucs sur le réal et en fait le gars il a un peu galéré. Avant il faisait ses films tout seul, il avait fait un court métrage où il faisait que de l'animation seul. Et en fait là c'est son premier long métrage où il collabore avec une vraie équipe. Avant il avait fait un long métrage, mais en fait pour être financé sur ce long métrage, il arrivait pas à vendre son projet sur un long métrage, il voulait pas le financer. Donc la technique qu'il avait eue, et ça se retrouve un peu dans Flow, c'est qu'il avait fait plein de petits courts métrages. Et chaque court-métrage était financé en fait indépendamment des autres. Et après, il avait assemblé le tout pour faire un long métrage. Et là, dans Flow, c'est un peu ce truc-là. C'est plein de petites histoires d'animaux qui se réunissent sur un bateau, une sorte d'arche de Noé. Moi, ça m'a beaucoup ému. J'ai adoré, vraiment. C'est très spirituel et le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, ça rend le film extrêmement étrange, très mystique. Voilà, c'est mystique. génial parce qu'il parle pas et en fait, tu comprends tout, quoi. Ouais, ça te remet à ta place d'humain un peu aussi. C'est ça, ça arrive à parler de changement climatique également, ça arrive à parler... Qu'est-ce qui arrive aux animaux? Parce qu'on parle beaucoup de humains à l'échelle humaine, mais à l'échelle de l'animal. Et surtout, comment cohabiter. En fait, le film, c'est ça. C'est comment chacun, parce que chacun a ses trucs. Le chat est très, très solitaire, très de son côté. T'as le lémurien qui est très matérialiste. Et donc, comment ils arrivent à cohabiter, comment ils arrivent à passer outre leur nature, c'est... Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Puis ça m'a évoqué Zelda Wind Waker, qui est mon jeu oui, préféré bah, ever. Bah ouais. Donc forcément, c'était génial. Continuons avec un film, je crois que finalement Jérém, tu es le seul à l'avoir vu, puisque j'ai voulu le voir, mais je n'ai pas eu le temps. Juré numéro 2. Je l'ai vu aussi. Oh. Ah, Juré numéro 2. Bah commence. Je trouve que c'est un des meilleurs films de procès que j'ai vu depuis longtemps. Assez exceptionnel, la manière dont j'ai été happé par le film et la manière dont je trouve les personnages interagissent entre eux. C'est vraiment quelque chose... Bon, bah bien sûr, t'as la référence ultime 12 hommes en colère, mais je trouve qu'il n'est pas à ce niveau-là non plus, mais il s'en sort très très bien comparé à d'autres films de procès que j'ai pu voir dernièrement. N'est-ce pas, Joker 2? Je crois qu'on fera jamais mieux que 12 hommes en colère en film de procès. Ça reprend beaucoup 12 hommes en colère, mais après, moi j'étais vraiment choqué de voir que Clint Eastwood, quel âge, 97 ans 94 là, ouais, sur bah, les gars, je pense qu'il y a quelqu'un derrière lui, c'est pas possible. Le film est très bien réalisé, très bien mis en scène, très virtuose en fait. C'est vraiment bien quoi. Et donc je suis un peu en mode non, mais c'est pas possible. Et quel casting. Quel casting. Mais comme tu disais, oui, effectivement, la relation entre les personnages, le côté très. On a deux vérités en fait. Même si on est sûr de ce qu'a fait le personnage principal, il y a quand même deux vérités qui sont mises en scène et qui se battent en duel. C'est ça. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que t'as plein de subtilités dans le montage quand il refait tout le montage de la séquence. Il y a plein de subtilités.
C'est assez classique, mais ça fonctionne très très bien. Non, donc, non, mais c'est vraiment cool. Et moi, j'ai honneur au. Je sais plus comment s'appelle le personnage. Celui qui se méfie un peu du personnage principal. Je sais pas si tu te rappelles, qui se méfie un peu. le jury qui est contre, enfin qui veut le mettre, enfin qui l'accuse dès le début. Là. Ouais. Et Ouais, j'ai j'ai oublié le beaucoup nom aimé du perso le jeu de regard qu'il y a sur le pont. Enfin, il y a Ouais. plein de subtilités qui sont pas forcément que dans la parole, alors que c'est un film de procès quand Puis même. même Tu vois. le dernier plan du film, c'est juste un regard. Bah, le dernier plan du film, même chose, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un peu. Enfin, c'est pas. Moi, j'adore le dernier plan du film. Mais il y a beaucoup de films qui terminent comme ça, tu Oui. vois. Après, Le regard c'est- dans Memories of Murder, qui s'adresse au tueur dans la salle. Je sais pas si vous vous rappelez. No Oui. spoil. Euh, J'ai toujours pas vu. Mais je sais c'est quoi ce Pardon. plan, oui. Bref, il y a beaucoup de films qui se terminent par des regards. Tous les films de Chazelle. Mais oui. Mais j'ai kiffé. J'ai été Pareil, happé et c'est vraiment. C'est un très bon film. Allez voir Jury numéro 2. Ah, hâte au prochain Clint Eastwood. Parce qu'il a visiblement pas l'intention de s'arrêter. Je croyais que c'était son dernier, justement. Ah bon? Ah oui, normalement c'est son dernier. Parce que là, 94 ans. Ouais, quand même. Là. C'est donc le dernier Eastwood? Une Il faut page aller se voir. tourne? Ouais. Mais ça fait pas dernier film de C'est carrière. Ça fait pas dernier film de. J'aimerais un dernier qui parle vraiment de lui, qui. Bah, ça aurait dû être Cry Macho, normalement. Techniquement, ce Oh. dernier film qui parle de lui, c'est Cry Macho. Bon, bah alors. Mais il s'est dit, vas-y, je refais quand même un Un autre. petit dernier, un petit virtuose. Enchaînons avec un film. Venom 3. Ah, tu veux qu'on en parle? Allez. Bah, moi, en fait, pour être complètement transparent et absolument débile, je l'attendais. Va savoir pourquoi. Le premier, je m'étais dit, oh, c'est nul, mais c'est rigolo. Mais on Le sait deux- que t'as une sympathie pour les Venom. Mais ouais, j'arrive pas à comprendre cette sympathie, mais elle est là. Surtout que de base, Venom, c'est pas un personnage pour lequel j'en ai quelque chose à faire dans la mythologie Spider-Man. Mais oh, vas-y. J'ai un peu de tendresse pour ce buddy movie un peu nul. Et puis je m'étais dit, vas-y, ça va vraiment être un film genre de pleinement assumé que c'est débile. Et en fait, non. Le film veut trop se prendre au sérieux encore une fois. C'est haché menu en matière de rythme. On se fait quand même beaucoup chier. J'ai bien dormi et grâce au petit sum que j'ai fait devant Venom 3, j'étais à fond pour The Substance, j'étais très content. Mais bon, moi je suis très heureux d'avoir cette scène de Venom qui danse sur du Abba. Ah non, pas ce qu'on a là, non, mais c'est pas ce C'était- traumatisme là. En fait, c'est c'est- affligeant. C'est vraiment affligeant. C'est tellement saugrenu, c'est une telle proposition, mais genre, on verra ça nulle part ailleurs. Merci d'exister. Et puis cette bouillie de symbiote à la fin, moi, quelque part, ça me fait un Ça peu... m'a fait penser à Iron Man 3 en vrai, à la fin où Ah, t'as tout ouais. plein d'armure d'Iron Man. Mais qui ça n'a se aucun débloque. sens. L'ennemi principal du film, dans le trailer, on te dit que c'est Nul. Mais en fait, il apparaît jamais. Au finalement, c'est une créature qui poursuit Venom tout le long du film et elle est nulle. Genre, Et Spider-Man. ah non, il y a aucun Il rapport. y a rien du tout. Il y a même pas une scène post-générique, il y a Ah des non, il y a spoils. rien. C'est aucune liaison. C'est juste à la fin, il arrive à New York, il passe vite fait devant le Daily Bugle. Putain, mais- oui. Oh, putain, cette scène. Et moi, je me suis dit, bah tiens, peut-être qu'il va croiser Andrew Garfield ou Tom Holland, qui sait. Ah non, on te met une sorte de... C'est la conclusion de la trilogie. On te met une musique à la See You Again avec des extraits Du de coup, des anciens épisodes. c'est terminé, la C'était- Venom. C'est Terminado. C'était hilarant la dernière scène, je me suis marré, mais comme pas permis tellement. Ça se veut prendre au sérieux avec des images un peu en mode. Du coup, ils ont fait tenir Venom, une saga Venom sans Spider-Man. Ouais. Ils avaient mis Carnage dans Ouais. Dans le 2, dans ouais. le 2, non ouais. Ouais, quel carnage. Ouais. Ouais. Donc voilà, non, bah écoute, c'est une trilogie nulle, mais pour laquelle j'ai de la sympathie. Mais bon, est-ce que je les reverrai un jour dans ma vie? Non. Oh, sans doute pas. Oh, peut-être vieux, genre en mode. Regardez les enfants. Mais j'aime bien Non, le cara je- design de Venom après, tu vois, il y a un truc comme ça, j'aime bien. Voilà. Non, Il y a en des vrai, effets numériques très moches, et d'autres qui sont pas mal. c'est ça, le film, ouais, comme dit Owen, il n'y a aucun rythme dans ce film. Les scènes d'action, elles sont banales au possible. Il n'y a rien de très recherché en termes de mise en scène. Donc, c'est un film comme Sony sait en produire avec ses vilains de Spider-Man. Mais Tom Hardy est très investi et bah pour ça, un peu de tendresse. On a aussi beaucoup de tendresse pour le réalisateur dont va parler Jérémy, Ah ouais. réalisateur qui pourtant a fait que beaucoup de chefs-d'œuvre et que je sais pas pourquoi le public a l'air de l'avoir complètement oublié et de Depuis quelques années, ouais. C'est Robert Zemeckis qui vient de sortir son dernier film. Donc, Here, les plus belles années d'autre vie, je crois qu'ils ont sous-titré en français. Tu l'as vu en avant-première. Non, je l'ai vu hier, parce que j'ai eu le temps. Mais c'est sorti déjà en France. Ouais. Oui, c'est sorti hier. Ok. Le film se vend sur le fait que ce soit un plan fixe tout du long duquel tu passes d'époque à époque. Le pari est réussi, c'est assez intéressant en termes d'idées qu'il peut y avoir. Je pensais qu'il allait plus jouer avec ça, parce que en fait, comment il joue avec ça, c'est tout le temps en faisant le même gimmick de montage. C'est intéressant sur certains points parce que ça te permet de te focus sur certaines parties de l'image que tu n'avais pas forcément vues. Ça, ok. Mais quand t'as pas d'autres idées pour faire des transitions entre les époques, bah ça devient assez redondant et assez plat comme film.
Moi j'avais vu, en fait c'est trop marrant quand ils ont annoncé le film récemment, moi j'étais allé à une expo à Pompidou qui était l'expo de la BD. Et en fait hier j'avais trop envie d'acheter la BD, mais de base c'est une BD en fait. C'est une bande dessinée qui s'intéresse effectivement à un même lieu sur plusieurs histoires. Et en fait ce que je trouve un peu dommage dans ce film-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont pris Tom Hanks et qu'ils sont vraiment intéressés, je pense qu'ils ont dû mettre des plans de la préhistoire, des trucs un peu comme... Parce que dans la BD c'est ça, c'est que tu passes de la préhistoire au Moyen-Âge, mais j'ai l'impression que du coup ils sont plus intéressés à la vie d'une famille plutôt que la BD, ce que faisait, c'est qu'elle fait, elle mettait plein de familles différentes dans un même lieu. C'est un peu ça. T'as un peu... Alors, je pourrais pas te dire dans le détail, mais je pense qu'il y a plus de 50% du film qui est occupé par la partie famille de Tom Hanks. Après, j'avais lu que ça se lisait un peu comme un contrepoint de Forrest Gump, dans cette idée de ressasser l'histoire. Oui, parce qu'il y a le duo d'acteurs aussi, Robin Wright et Tom ça. Hanks. Mais contrepoint, non. Ok. Enfin, je sais pas, dans quel sens contrepoint parce que... Je sais pas, j'ai dit que ça se lisait un peu comme un miroir à Forrest Gump. En gros, au lieu de suivre l'histoire d'une personne sur plusieurs décennies, tu suis... Non, mais même pas. Au lieu de suivre l'histoire d'un pays à travers une personne, là, tu suis les histoires de personnages à travers un lieu. Ouais, je vois la petite subtilité, quoi. Mais c'est comme je disais, il y a des moments où il s'attarde sur certains points grâce à la transition qu'il fait au montage. Il s'attarde sur certains points de l'image où tu dis tiens, il y avait ça, j'avais pas vu avant qu'il y avait ça. Donc du coup, il y a une grosse recherche en termes de décor pour faire montrer l'évolution au fil des époques, notamment entre les années 40 à nos jours. À part ça, oui, bon, ok, Tom Hanks, il joue très bien, Robin Wright aussi, voilà. C'est un exercice de style. C'est un exercice de style, voilà. Mené à bien. J'ai juste peur qu'ils aient pris une BD qui se voulait hyper universelle, qui est quand même hyper dure. Enfin, le concept est assez incroyable et qu'ils l'ont un peu marchandé pour que ça devienne un film juste pour Tom Hanks. C'est ça que je trouve dommage, c'est que la BD a l'air vraiment vraiment cool. C'est juste un exercice de style pour moi. Ouais. Après, mais voilà, je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça fait passer le temps, c'est pas mauvais, voilà. Mais quand on n'a pas le temps, on a d'autres films à regarder que des films sur le temps. Et allez, j'évoque vite fait le dernier. Mais vraiment très vite fait, même pas obligé de faire quoi que ce soit là-dessus. The Killer, le remake de John Woo par lui-même. Voilà, c'est le pire film de l'année, voilà. Voilà, j'ai vu des critiques qui inondaient le film. Je vais pas aller plus loin, c'est vraiment le pire film de l'année. Vraiment. Bon bah les gars, on en a enfin terminé avec les rattrapages. On avait quitté pendant un temps nos discussions autour du Festival de Cannes. Et bah justement, Jérémy va remettre les pieds dedans avec des chiffres sur le Festival de Cannes. Vu qu'on vient de parler de la Palme d'Or et du film qui a remporté le prix du meilleur scénario cette année, j'ai eu envie de me pencher sur les chiffres des différentes Palmes d'Or, non pas sur les chiffres globaux des films ayant eu des récompenses au Festival de Cannes. Donc c'était un travail de longue haleine, puisque vous allez voir, j'ai répertorié pas mal de données que je vais essayer de synthétiser au maximum. Donc précision importante par contre, je n'ai pas considéré le livre d'images de Jean-Luc Godard, car il s'agit d'une Palme d'Or spéciale décernée lors de l'édition 2018, donc elle est vraiment à part. Commençons. 1955, c'est l'année où le prix s'est appelé Palme d'Or. Avant cette année-là, c'était le Grand Prix du Festival international du film. 77 films ont eu cette distinction, le premier d'entre eux, Marty de Delbert Mann, et le dernier en date, Anora de Sean Baker. Donc 9, c'est le nombre d'éditions où il y a eu 2 palmes d'or décernées, la première fois en 1961, où une aussi longue absence d'Henri Colpi et Viridiana de Louise Buñuel ont été primées. Une autre fois marquante, en 1979, Julien en avait déjà parlé, c'est l'année où Apocalypse Now de Francis Ford Coppola et Le Tambour de Volker Schlöndorff l'ont tous deux remporté. Et la dernière fois en date, c'était en 1997, où Le Goût de la cerise d'Abbas Kiarostami et L'Anguille de Shohei Imamura ont eu cette distinction. 9, c'est le nombre de réalisateurs qui ont reçu 2 fois la Palme d'Or. 2 des réalisateurs ont eu une de leurs 2 œuvres dans une édition à égalité, et ils ont été également mentionnés juste avant, donc Coppola avec Conversation secrète en 74 et Apocalypse Now en 79, et Shohei Imamura avec L'Anguille en 97, mais également La Balade de Narayama en 83. Le réalisateur ayant eu sa deuxième Palme d'Or le plus vite, c'est Michael Haneke, qui l'a eu 3 ans après seulement sa première. Donc en 2009, il l'a remporté la première fois avec Le Ruban Blanc et 3 ans plus tard pour Amour. Mais citons également les 6 autres réalisateurs ayant été distingués de la Palme d'Or 2 fois, Billy Auguste, les frères Dardenne, donc Luc et Jean-Pierre Dardenne, Emir Kusturica, Ken Loach et enfin Ruben Östlund. 24, c'est le nombre de pays différents dont viennent les Palmes d'Or. Le pays en ayant remporté le plus sont les États-Unis avec 13, la France est juste derrière à 11 et le podium est complété par l'Italie avec 5. Et à savoir que 11 pays sont à une seule Palme d'Or, comme le Brésil avec La Parole donnée en 62, la Thaïlande avec Oncle Bonmi, Dapi Chapongwer, c'est à cool en 2010, et oui j'ai mis cette info juste pour m'amuser à dire le nom du réal.
ou encore l'Algérie avec Chronique des années de Braise en 75. 3, c'est le nombre de réalisatrices ayant remporté la Palme d'Or. La première, Jane Campion en 93 avec La leçon de piano, mais également les deux françaises que sont Julia Ducournau en 2021 pour Titane et Justine Triet en 2023 pour Anatomie d'une chute. 5, c'est le nombre de réalisateurs qui ont remporté la Palme d'Or avec leur premier long métrage. Donc le premier, c'est la toute première Palme d'Or, donc d'Elbertman avec Marty. L'année suivante, les deux réalisateurs que sont Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle pour Le Monde du Silence, Henri Colpi en 61 pour Une aussi longue absence, et le dernier en date, c'est Steven Soderbergh en 89 avec Sexe, mensonge et vidéo. Ah ouais. Ouais, c'était son premier film. Depuis, les Palmes d'Or n'ont jamais été des premiers films. C'est dur de commencer sa carrière avec une Palme d'Or. Ça te met Ah une ouais. pression pour la suite. Soderbergh, quand même, bonne carrière quand même. Ah bah carrément, oui. Bah après, il a eu des aisances financières. Du coup, grâce à sa palme, il a pu faire tout ce qu'il voulait, quoi. En ce qui concerne les notes IMDb, la moyenne des Palmes d'Or est assez haute, vous pourrez vous en douter, mais on est quand même sur des films notés en moyenne 7,6 sur 10. Donc ce qui est assez exceptionnel. Et donc, pour vous, c'est quel film la Palme d'Or la mieux notée ? Apocalypse Now. J'allais dire pareil. Ah. Mais je pense qu'il y a autre chose, mais moi, Je sais ça pas, je vais dire Taxi Driver, mais en fait, tout est plausible, honnêtement. Tout Alors est oui, plausible. c'est bien un film américain, mais ce n'est ni Apocalypse Now, ni Taxi Driver, puisque c'est Pulp Fiction. Ah, mais oui. Avec oui. 8,9 sur 10. Ouais, j'aime bien Pulp Fiction, mais j'ai jamais compris, genre, telle note pour ce film. Voilà, et à contrario, la Palme d'Or la moins bien notée, c'est celle de 65. Le Knack et Comment l'avoir, noté 6,3 sur 10. Après aussi, c'est pas des films, c'est des films tellement plus méconnus que faudrait voir aussi le nombre de votes qu'il y a. Oui. Ça joue forcément, mais bon, si tu prends les moyennes pures... je me suis pas amusé à faire les Oui, moyennes non, mais pondérées. je comprends. Parlons box-office maintenant. Niveau box-office US, les Palmes d'Or ont engrangé 765,5 millions de dollars de recettes, donc un tout petit peu plus de 17 millions en moyenne pour chaque Palme d'Or. La Palme d'Or ayant récolté le plus de recettes aux USA, c'est celle de 2004, Fahrenheit 9/11, avec plus de 119 millions. A contrario, la Palme d'Or ayant fait le moins de recettes outre-Atlantique, hormis celles qui n'y sont pas sorties, bien évidemment, c'est la Palme d'Or de 85, Papa est en voyage d'affaires, première palme de Costa Rica avec environ 16 000 dollars. Oh là là. Ah ouais, non, mais après, les Palmes d'Or, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça dépend la nationalité. Parfois, c'est des sorties très confidentielles, et donc du coup, c'est pour ça que ça engrange pas énormément de box-office là-bas. Ils aiment pas les sous-titres aux États-Unis. Ah, ça, c'est connu, oui. C'est pour ça qu'ils préfèrent faire un remake des films plutôt que Ouais. les passer avec des sous-titres. Au box-office mondial, les Palmes d'Or, c'est quasi 1,8 milliard de dollars de recettes, pour à peu près 28,4 millions en moyenne. La Palme d'Or ayant engrangé le plus de recettes, selon vous, c'est quelle Palme d'Or ? Ça devrait être un film récent, parce que... Bah, Parasite. Parasite. Ouais. Effectivement, c'est Parasite avec plus de 262 millions de dollars de recettes mondiales. Et à contrario, la Palme d'Or ayant fait le moins de recettes mondiales, c'est la seule palme brésilienne, La Parole donnée, donc datant de 62, avec un tout petit peu plus de 8000 dollars. Oh là là, c'est triste. C'est un peu triste, hein, mais à l'époque, pareil. Après, Faut remettre en contexte voilà, l'époque aussi, hein. je préfère mettre en considération, c'est vrai qu'il est très compliqué pour certaines années, surtout avant les années 70, d'avoir des box-office précis, en fait. Donc là, c'est avec les chiffres que j'avais, je vous donne ces infos-là. avec Puis il les y a chiffres que l'inflation j'avais. aussi qui influence vachement. C'est sur, ça, et si vraiment vous voulez être précis, il faudrait compter l'inflation, etc. Enfin bon, Et tu n'es pas un psychopathe, Jérém. pas à ce Tu ne point. vas pas faire tous ces chiffres. Pas à ce point. Parlons de nos chiffres des Palmes d'Or. Oui. C'est le moment tant attendu. Au nombre de Palmes d'Or vues, le dernier c'est Owen, Ah, avec oui. 14 Palmes d'Or vues. Oh, c'est cool, déjà hein. pas mal. Oui, oui, Sur c'est très- 77, du coup. Hein. Franchement, Mais ça va. hein. Après, enfin, c'est vrai que moi je regarde les films sans regarder s'il a reçu la palme. Oui, après, tu vois, donc. Ah, je C'est t'avoue pas- que, voilà. je t'avoue que, tu vois, moi, je m'étais arrivé de faire ça justement, d'aller chercher des films qui avaient la palme. Jamais. Julien est 3ème avec 16. Tu vois, j'en ai pas énormément plus. Hein. Fred est 2ème avec 17. Et moi-même, j'en ai le plus. Avec vu 78. puisque- Non, une de plus que. J'ai vu celle de l'année prochaine déjà. Non, c'est celle de. Donc je suis un tout petit peu plus de Fred puisque je suis à 18. Ah, on se Oh, suit en fait. Vraiment, hein. C'est quand même en à peu près égalité. Ouais. C'est ça. 8 films ont été vus par tous. Anora, bien évidemment, puisqu'on vient d'en parler. Mais également pêle-mêle Anatomie d'une chute, Les Parapluies de Cherbourg, Apocalypse Now, Taxi Driver, Parasite, Paris, Texas ou encore Pulp Fiction. Voilà, ce sont toutes les palmes d'or que nous avons tous vues. Mais ça, c'est des films genre qui limite ont dépassé leur statut de palme d'or. C'est-à-dire que Pulp Fiction ou Apocalypse Now, c'est une anecdote. Pulp Fiction, tu le découvres après que c'est eu la palme d'or. Tu le vois et après tu fais ah, mais c'est eu la palme d'or ça. Ouais. Un peu comme Apocalypse Now aussi. Sachez que au global, 30 films ont été vus par au moins l'un d'entre nous, soit quasiment 40% des films primés. Donc sur 77, au moins, il y a 30 films qui ont été vus par au moins l'un d'entre nous. Ok. Il y a donc 47 films qui ont reçu cette récompense qui n'ont été vus par personne, notamment la Dolce Vita de Fellini, Le Guépard de Visconti, Barton Fink des Coen ou encore La vie d'Adèle. Ah, c'est pas bien. La vie d'Adèle, je l'ai pas mis parce que j'ai vu la moitié du film. Ah, tu t'es Voilà. endormi. C'était trop long, j'en avais marre. Barton Fink, je m'en veux pour le coup. À la Dolce Vita, ça fait longtemps. Ouais. Et pareil, Le Guépard, mais.
À chaque fois, je vois la durée et je Le panique. Guépard, c'est 3 heures, c'est ça, ouais. Oui. Pas Mais- plus même le Guépard. Ouais, peut-être. Puis après c'est des films, à chaque fois, je me dis, j'aimerais bien les voir au cinéma, mais du coup, tu repousses, et Oui. quand t'as enfin une séance, bah, tu peux pas, et du coup, bah, tu les vois toujours pas, donc c'est pas bien. Parce que c'est Faut dur que- d'être cinéphile. Au niveau des films qu'une seule personne a vu, il y en a pas mal car 13 films n'ont été vus que par l'un seul d'entre nous. Donc, et on en a tous chacun au moins 2. Oh, moi je crois deviner. Je pense que les 2 films que j'ai vus et que vous n'avez pas vus, c'est Fahrenheit 9/11 et Sailor et Lula. Sailor et Lula, je l'ai Ah, vu. il a Ah vu. merde. Owen est à 2 car il est le seul à avoir vu Rosetta, Palme d'Or 99 et Une affaire de famille, Palme d'Or Ah, ça 2018. c'est bon, Ah, je les ai pas ouais. vus. Ouais, bah une Donc affaire du coup, de famille. Fahrenheit 9/11, moi je l'ai vu. Ah, salaud, c'est vachement bien. Et c'est leur Lula, Julien il a vu. Ah, salaud, c'est vachement nul. Donc c'est Oh, pour ça. non, Sailor et Lula, c'est Donc très c'est bien. pour ça, tu m'as fait un coup de flip là, mais non. C'est bon, mes Non, chiffres Je sont suis non, pas non. d'accord. Rosetta, mi-figue mi-raisin. De toute façon, le cinéma de Dardenne, j'ai jamais été très sensible. Et affaire de famille, je m'en souviens, c'était bien, mais j'avais pas du tout capté que c'était la Palme d'Or quand je suis entré dans la salle. Ok, et donc Fred est juste au-dessus à 3 Palmes d'Or qu'il est le seul à avoir vu, car il est le seul à avoir vu Le Goût de la cerise, Palme d'Or 97, et l'enchaînement des palmes 2011 et 2012, soit The Tree of Life et Amour. Beau Ah, gosse. du chef. Anneke et Terrence Malick, les gars. Beau gosse. Quel c'est homme, toi. quel C'est homme. Tout toi. C'est tout, moi. Julien est à 4, car il est le seul à avoir vu la palme de 1958 Quand passent les cigognes, C'est plus vieille vachement palme bien. d'or vue par l'un d'entre nous au passage, Ah, ouais. la première palme de Coppola, Conversation secrète, C'est vachement bien aussi. lauréat en Conversation secrète. 74, et également en enchaînement de 2 ans, puisque tu as les palmes de 86 et de 87, Mission et Sous le soleil de Satan. Mission, je déteste. Ah bon Ah, je oui, tu tenais à le l'avais dire. dit. Mais Mais il y a Robert De Niro et Jeremy Irons. Mais Qui jouent j'aimerais- très bien, mais j'ai- c'est très décevant comme film. j'aimerais bien le voir un jour, mais au cinéma, ce film-là, Mission. Après, la scène de fin est très belle. Mais je sais pas, j'ai trouvé que globalement c'était décevant, mais je vais pas me lancer dans une critique de Mission, sinon on va pas s'en sortir. Et pour finir, je suis également à 4 palmes d'or que je suis seul à avoir vu. Car j'ai vu la palme d'or de 67 Blow Up, celle de 2000 Dancer in the Dark, également celle de 2008 Entre les murs, et enfin, moi Daniel Blake, celle de 2016. Alors moi, je voulais regarder Dancer in the Dark, mais c'était trop dur, j'ai arrêté. Ah ouais, T'as à ce arrêté Dancer in the Ah, Dark? je vais le regarder, mais là, j'étais en mode non, je suis pas dans le mood. Je peux pas regarder un Lars von Trier ce soir. Ah oui, non, faut un mood là pour un Lars von Trier, c'est sûr. Merci Jérémy. Très gros comme chiffre, mais la Palme d'Or, c'est. C'est très gros. En fait, ça forme un corpus qui est quand même assez. Divers. Ouais, assez fou en fait à prendre en compte. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est comment tu veux te tenir à un seul corpus. Le cinéma a tellement évolué entre 55 et 2024. Mais oui. Et puis Cannes, c'est comme les Oscars, c'est comme n'importe quel festival, c'est-à-dire qu'il y a des choix qui sont faits, qui sont pas forcément des choix de qualité. De toute manière, c'est ce qu'on avait vu. Revenir en- au Joker sur les festivals, sur Mais- la critique de manière sur générale. ta chronique à l'époque des. Oui aussi. Des scandales à Cannes, où voilà, il y avait cette histoire de Apocalypse Now et Et le tambour. le tambour. Fred, À moi. On a Alors combien de temps là? doit être à 1h10. Vas-y, fou. Toi et ton Fais-toi enfance torturée. Ok, alors pour cette émission, quel est mon film qui m'a torturé quand j'étais petit? Non, c'est pas un film qui m'a torturé. Alors pourquoi je vais vous parler de ce film aujourd'hui? Parce que j'aime beaucoup l'histoire derrière ce petit film. Je sais plus, je crois que je vous l'avais raconté. En fait, ça me saoule, je parle tellement que je crois que je vous l'avais raconté. Je te l'avais raconté? Tu sais le film Oh, toi tu m'as fait deviner le film, mais Mais je l'ai deviné assez vite parce que Ouais. tu m'as parlé d'une bande dessinée des années 10 Ouais. et que j'ai immédiatement su de quoi tu parlais. Mais est-ce que je t'avais raconté? Est-ce que tu te rappelles d'une histoire derrière ce film? Non? T'en as pas parlé? Oh, tu m'as raconté tant de choses, mon ami. Ah, tant de choses. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Little Nemo, qui est un film d'animation, donc comme a pu le dire Owen, qui était une bande dessinée de base, qui est adaptée par des réalisateurs japonais et américains. C'est une coproduction américaine et japonaise, et qui est un film qui m'a bercé pendant mon enfance. Et en fait, j'aime beaucoup ce film, parce que j'aime beaucoup l'histoire de ce film. Donc quand j'étais petit, comme vous étiez petit aussi comme moi, j'avais un DVD de Nemo, qui n'avait rien à voir, Nemo, le Pixar, qui était génial. Et en fait, le pote de ma mère, je sais plus pourquoi, il avait jamais vu Nemo à l'époque, il m'a dit « Oh, s'il te plaît, tu veux me passer le DVD ?» J'ai fait « Bah ouais, ok. » J'avais 6 ans, je crois. « Oui, ok, on regarde le DVD. » Donc je lui avais prêté le DVD, sauf que ce gars-là était un peu le genre de personne qui perd tout et qui casse tout. Oh non. Et donc le gars, je lui prête Nemo, il le lance même pas, et en fait, il le perd. Ah, le con. Le gars, je dis putain, Oh, j'ai cassé le DVD du fils de ma pote et tout, putain, il a 6 ans, le pauvre. Donc je lui ai racheté le film. Il va dans une petite boutique, il dit ça s'appelait comment? Je crois que c'était Nemo. Et puis il regarde, il fait Little Nemo. Ah bah c'est ça. Il a acheté ses DVD. C'est lunaire, c'est Attends, lunaire. mais par contre, je pense que Little Nemo, ça fait partie des films que ta mère vendait ou je ne sais quoi. Il y avait pas, C'est possible. T'avais pas raconté une histoire comme quoi Je ta sais mère. pas, il y elle avait vendait- Ratanouille, il y avait un truc qui Voilà, ressemblait des à trucs comme Cars, ça. mais c'était pas Cars. C'était bagnole, ouais, voilà. C'est pas moi ça, j'ai grandi avec le faux Pinocchio toute ma vie, je l'ai bien vécu. Hein.
Et donc, bon, ma mère dit mais c'est pas Nemo. Si, c'est Little. Ah je sais pas, c'était pas Little Nemo. Je pense pas qu'il avait d'accent, donc Little Nemo. Et elle me dit bah non. Moi je dis je suis désolé. Bon, je crois que j'ai jamais eu à nouveau un exemplaire de Nemo. Hein. Je l'ai vu sur un DVD puis je l'ai revu sur je ne sais où. On va te racheter un Blu-ray de Nemo, mec. Merci. On va se cotiser. Ce sera ton cadeau d'anniversaire. J'ai jamais retrouvé ce DVD. Et bon, bah t'as 6 ans, donc tu fermes ta gueule, tu prends le DVD. T'as pas le choix, quoi. Tu fermes ta gueule, tu prends le DVD, tu le regardes parce que bah t'as rien d'autre à faire, tu vois. Non, mais vraiment, mais. T'as eu une enfance incroyable, mec. Et du coup, le film. Et bah alors, donc j'ai regardé ce film quelques fois quand j'étais petit. Je pense que je l'ai vu plusieurs fois parce que je l'avais beaucoup aimé. Mais ça faisait super longtemps que je l'avais pas vu, d'où le principe de ma chronique de revoir des films que j'avais pas vu depuis au moins 15-20 ans. Donc là, j'étais à peu près 16-17 ans. Et donc j'avais un très bon souvenir du film. Mais qu'est-ce que je me rappelais du film ? Alors Owen va encore rigoler. Mais de. Je sais pas, dans ce film là, le seul truc dont je me rappelais, c'était la culpabilité du petit Nemo. C'est qu'il y avait beaucoup de culpabilité dans ce personnage, un personnage qui s'en voulait énormément de ce qu'il avait pu faire. Et je me rappelle, c'est trop marrant parce que tous les films qui m'ont marqué, c'est des films avec des sortes de slime visqueux. Il y avait un énorme slime visqueux noir. Je suis désolé, c'est le seul truc qui m'avait marqué. C'était que je me rappelais qu'il y avait un truc, Nemo ouvrait une porte, qui laissait sortir une sorte de slime noir, et après tout le monde était en mode « C'est de ta faute Nemo, c'est pas bien !» Et donc il se sentait coupable, il était en mode « Je suis désolé !» Attends, rassure-moi, ça se passe dans l'eau. Hein Ça se passe dans l'eau, Mais rassure-moi. pas du tout. c'est un Non, film. non. Mais Little, c'est pas Nemo, hein. C'est Little Nemo. Et j'y vais venir à l'histoire. Et donc voilà, je me rappelais de ça, je me rappelais que c'était un truc un peu dans le rêve et aussi, surtout, que c'était un personnage donc, qui était sur un lit qui volait. C'était un peu les seuls trucs dont je me rappelais. Donc Little Nemo, qu'est-ce que c'est ? Donc j'ai revu le film avant-hier. Little Nemo, ça parle juste de l'histoire d'un gamin qui se réveille dans son lit et qui en fait embarque vraiment à bord de son lit volant vers un pays qui s'appelle Slumberland et qui est un pays un peu du rêve avec un roi, il y a beaucoup de clowns dans ce pays, c'est vraiment un pays très féerique avec beaucoup de couleurs, avec beaucoup d'anamorphisme, c'est vraiment de l'animation qui est très délirante. Et donc il arrive dans ce royaume et en fait on lui apprend qu'il va être l'héritier de ce roi. Genre vraiment le gars on vient le chercher dans son lit, on lui dit ouais t'es l'héritier, c'est bon mon ref, c'est toi l'héritier. Donc on lui apprend que c'est l'héritier et en fait on lui aussi apprend qu'il y a Slumberland, donc cette ville où il se trouve, mais il y a aussi Nightmareland, qui est une sorte de ville avec des cauchemars, des monstres, etc. Sauf que Nemo il fait que des bêtises dans la vraie vie et en fait ça se répète dans les rêves qu'il fait parce que c'est un rêve qu'il est en train de faire du coup. Et en fait il ouvre une porte, le roi lui donne une clé qui lui permet d'ouvrir toutes les portes du royaume et en fait ce gars ouvre une porte qui relâche le grand démon, le slime noir chelou. Et donc j'ai revu le film, effectivement récemment il y a une série Netflix. Un film Netflix avec Jason Momoa. Waouh. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je pense qu'à l'époque, les gens aimaient bien faire des films pour enfants pour les traumatiser. Parce qu'il y a énormément de scènes dans le film où je comprends d'où venait la culpabilité. C'est que, en fait, Nemo, le fait d'avoir ouvert cette porte, d'avoir détruit le royaume qui vient de découvrir, ça va beaucoup le hanter pendant le film. Enfin non, ça va pas beaucoup le hanter, ça va le hanter 2 minutes dans le film. Moi, ça m'a hanté toute ma vie. Et il y a un truc qui est très rêve éveillé. Parce qu'en fait, dans le film, je crois qu'il se réveille au moins 3 fois et il se replonge dans le rêve. Il y a un truc un peu très... je me réveille d'un cauchemar et puis en fait, je suis toujours dans le cauchemar et je reviens dedans. Et donc, il y avait un truc quand même assez flippant. Par exemple, le film s'ouvre sur Nemo qui vole sur son lit et qui d'un coup plonge dans une ville dévastée en ruine et qui tombe dans l'eau et qui se fait courser par un train. Il arrive chez lui, maman, et sa mère ne lui répond pas. Et ça, c'est très drôle parce qu'en revoyant ce film, je me suis rappelé que moi, dans mon enfance, j'ai fait un cauchemar par rapport à Little Nemo. Oh. Et je vous raconte mon cauchemar. Et après, ce sera la fin de ma chronique. Ok. Dans ce cauchemar, du coup... On va encore rigoler. Oui. Dans ce cauchemar, je suis là, je suis dans mon lit, en train de dormir. Et un coup, je regarde à ma fenêtre et je vois la tirelire du cochon de Toy Story. Sur la tirelire du cochon de Toy Story, je vois le chapeauté. Sur qu'il le monte comme un cheval. Celui de Shrek. Ouais, je cligne des yeux, je réouvre les yeux, il est plus là. Sauf que dans ma fenêtre, je vois une sorte de rond. Genre un rond, comme si la vitre avait été coupée sur une limite d'un cercle en fait. On s'est flippé, d'un coup je vois le chapeauté qui m'attaque. Je fais ouais, et qui commence à m'attaquer, je commence à flipper, etc. Antonio Et Banderas. j'appelle ma mère, je dis maman. Et elle me dit oui, je suis là. Et elle vient pas du tout. Elle ne vient à aucun moment alors que t'entends ton gamin crier à l'agonie, tu viens. Et c'est marrant parce que dans Little Nemo, c'est la même scène, exactement. J'aurais dit maman. Parce qu'il y a une sorte de train qui arrive pour détruire toute la maison. Et la mère est toujours de dos et lui répond sans vraiment venir l'aider. Donc c'est assez drôle de revoir des films
qui font écho à des cauchemars qu'on a pu faire petit. Donc voilà, ce film m'a un peu marqué à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui? C'est un film qui est génial. C'est pas un film que j'ai détesté comme les autres films dont je vous ai parlé. C'est un film super beau qui a une super belle musique. C'est le monde féerique qui est genre génial. Tu plonges dedans et c'est vraiment mignon. C'est vraiment un petit film vraiment à montrer à des gosses. Et vraiment, j'ai adoré mon expérience. Mais voilà, je me rappelais surtout des trucs un peu traumatisants qui ne durent que 2 minutes dans le film. C'est assez drôle, voilà, de voir le côté très 2 minutes dans un film qui, puis dans ta tête, ça peut être des heures et des heures en fait de culpabilité, alors que non, le film, le mec s'en veut, je suis désolé. Non, mais t'inquiète, mec. Voilà. Non, mais effectivement, en fait, ces films qu'on a vus il y a tellement longtemps sans jamais revoir, ça fait presque partie d'un rêve éveillé, genre quelque chose d'onirique, et c'est le thème même du film. C'est ça. Donc ouais, non, allez voir Little Nemo, c'est super mignon, et même lire la BD, je crois que c'est hyper culte, hein, la BD est vraiment culte. Ça a pris 20... En fait, c'est un comics, mais ça a pris 22 ans à se faire, je crois. Okay. Donc voilà, c'est très long, mais apparemment c'est vraiment excellent. C'est un gros classique de la bande dessinée américaine pour le coup. Tu retrouves d'exemplaires à 300 €. Non mais des vrais exemplaires de... Ah oui, les originaux, mais après des rééditions, il y en a eu à des tonnes. Hein. Écoute, pour le coup, c'était une plongée dans ton enfance un peu moins tortureuse. Un peu... Ah quand même, moi je me rappelais du film d'une culpabilité d'un enfant de 6 ans qui s'en veut d'avoir détruit un royaume. Mais par contre, ça me donne l'idée d'une soirée où on mettra une lumière tamisée, on boira des bières, et on se racontera les rêves les plus obscurs de notre vie. Et moi, j'ai tout oublié. Il n'y a que toi qui te souviens de tes rêves. Moi, les rêves, je les retiens 2 jours à la limite, et après j'oublie, et vu que je les note pas... Et bah, vous serez pas invité à ma soirée. Ah ouais, il y aura que moi et Owen. Oh, c'est con, ça. J'avoue. Bon, bah après, je te redonne la parole, puisque tu es le détenteur de la carte Joker. Ah oui, c'est vrai. Alors attendez, parce que j'ai prévenu, hein. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? 1h30, là. Oh, la vache, putain. Bon, je pense que l'émission fera 2h30. Non. Ah non, je rigole. Allez. Alors, Joker. À quoi j'ai pensé aujourd'hui pour le Joker? Alors ce n'est pas quelque chose, ça va être un peu plus Joker habituel, ça va être moins le Joker un peu fantasy, on invente des films, on s'amuse, etc. Mais aujourd'hui j'aimerais beaucoup que chacun d'entre vous parle d'un film concept surtout sur le visuel du film, sur un film qui a une mise en scène très conceptuelle, originale, très inventif, et donc je me suis dit qu'avant que chacun d'entre vous parle d'un film comme ça, moi j'aimerais énumérer beaucoup de films qui m'ont marqué et qui sont des films à concept. Donc on doit pas imaginer un film, on doit en retrouver... Parler d'un film que vous aimez bien, qui est un film concept, mais plus dans la mise en scène et dans l'image. Mais voilà, je vais revenir sur des exemples. Je vais peut-être même citer des exemples auxquels vous pensez tout de suite, donc vous pourrez revenir dessus. J'essaie de trouver autre chose que ce qui me vient en tête instinctivement. Ouais. C'est-à-dire The Wall. Ouais, non, mais voilà. The Wall, ça m'énerve de le sortir. Non, je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre. Déjà, j'ai un peu l'impression que quand j'ai un peu ressassé tous les films que j'aimais beaucoup, qui étaient des films à concept, j'avais d'un côté des films qui étaient concept dans le mouvement, c'est-à-dire que c'était une caméra très souvent mobile. Et donc moi, premier film auquel je pense, c'est Elephant de Gus Van Sant, qui est un film du coup qui te filme donc des personnages comme une sorte de caméra de jeu vidéo, c'est-à-dire à la troisième personne, qui filme des personnages dans des couloirs, on comprend pas vraiment ce qui se passe. On comprend du coup qu'à la fin, cette suivi des routines des personnages, en fait, ça amène à un point qui est la tuerie de masse, quoi. Donc ça, j'aimais beaucoup ce film sur ce côté-là. Ensuite, j'ai pensé à Inside de Bo Burnham, qui est... Ouais, j'ai cassé les couilles à Owen sur ce film. Ah, il m'a cassé les couilles au final. Non, mais c'est génial parce que Inside, le concept, c'est que c'est un mec qui s'enferme pendant le confinement dans une petite pièce et qui te fait une comédie musicale, mais tout seul, en autodidacte. C'est-à-dire que le gars pose sa caméra sur un trépied et essaie de trouver des moyens inventifs de créer du mouvement dans une pièce qui est fixe, alors que lui est tout seul. Enfin, je trouve ça génial. Donc, je trouve que c'est aussi un film à concept. Dans ce côté, c'est un mec, tous les moyens possibles pour te créer du mouvement techniquement, parce que c'est une comédie musicale qu'il essaye de réaliser. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Ensuite, j'ai pensé du coup à Festen de Winterberg, et en fait plus généralement au Dogme, parce que le Dogme, avec des contraintes, on arrive du coup à des films qui ont vraiment des concepts visuels. Donc le Dogme, pour rappel, il y a plusieurs règles, je pense que vous les connaissez toutes. Là, dans Festen, c'était une caméra à la main qui avait vraiment la place pour s'incruster dans des petits endroits qui en fait qui allait dans tous les sens, quoi. Et donc j'aimais beaucoup ce truc là, ce concept un peu de caméra à la main qui était génial. Ensuite, récemment, j'ai vu Angst. Le titre anglais, c'est Schizophrénia. Ça me dit c'est un film qui a énormément inspiré le cinéma de Gasparini, qui lui aussi est très mouvant. Et en fait, dans Angst, vous avez l'histoire d'un tueur en série, mais qui est filmé avec une caméra qui est très aussi mouvante, qui des fois plonge, qui le filme d'en haut, puis ensuite d'un coup peut-être en contre-plongée. En fait, c'est vraiment une caméra qui bouge dans l'espace, dans l'hôtel où il y a tué plusieurs personnes innocentes. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dedans, autre que le visuel de la caméra mouvante, c'est que vous avez le personnage qui réfléchit, qui pense, et vous avez ça en voix off. Et la voix off est hyper dérangeante, et en fait, c'est ce que va reprendre Gaspard Noé dans Seul contre tous avec ce Philippe Naon,
qui raconte les pires atrocités en faisant les pires atrocités possibles. Donc voilà, c'est des films qui arrivent. Voilà, donc je pense à Gaspard Noé, qui m'amène du coup à penser ensuite à la zone d'intérêt. Et là, je m'arrête sur les films en mouvement et je reviens du coup sur des films concept mais avec des plans fixes. La zone d'intérêt, ce qui est génial, Glazer, il s'est dit pourquoi pas poser plein de caméras dans plusieurs pièces de la maison de la famille allemande et filmer. En fait, j'utilise le mot neutre, mais en fait il n'y a aucun opérateur derrière les caméras, c'est qu'il place ces caméras comme comme des caméras de surveillance et filme en fait ces personnages qui sont déshumanisés comme les plans qui les filment en fait. Donc ça j'aimais beaucoup aussi, c'est un film à concept sur la zone d'intérêt. Et je termine sur quelques films, excusez-moi. Je vais parler d'Anneke parce que j'aime beaucoup Anneke, que j'ai découvert récemment, avec Caché qui est génial parce que même chose, c'est que c'est un personnage joué par Daniel Auteuil qui se fait harceler de caméras de surveillance de sa propre maison qu'on lui donne tous les matins devant sa maison. Et il y a un peu ce truc que j'adore dans Caché, c'est que on passe de plans de Daniel Auteuil avec sa famille au plan de cassettes et en fait on sait plus distinguer les cassettes du film. Et donc ça c'est génial, c'est que par la fixité des caméras de surveillance et par la fixité des cadrages de Anneke sur la famille de Daniel Auteuil, on sait plus exactement si on est observé ou pas. Donc ça c'était génial. Je vais terminer sur une trilogie qu'Owen aime beaucoup, la trilogie des vivants de Roy Anderson. Oui. Qui aussi, voilà, Roy Anderson, on en a déjà parlé, un réalisateur qui a vraiment sa patte à lui, qui filme tous ses films comme des petites scénettes assez absurdes, assez drôles, assez tragiques, avec des plans d'ensemble énormes, avec des personnages peints en blanc, avec des décors neutres, avec des situations qui sont tragiques sur la société en fait suédoise, qui est genre juste pathologique, qui s'inspire beaucoup de la nouvelle objectivité allemande. Donc il y a plein de trucs voilà, très conceptuels dans le cinéma d'Anderson que j'aimais beaucoup. Donc voilà, là j'ai un peu énuméré plein de films, à la fois qui sont très en mouvement, où tu as une caméra très mobile, et en même temps des films qui sont très fixes. Mais alors que ce soit mobile ou fixe, on a quand même un concept qui tient pendant tout le film en fait. Et je me demandais, est-ce que vous avez des films qui sont un peu dans ce registre ? Je dirais Eraserhead de Lynch, parce que tu as vraiment cette idée de cauchemar permanent. C'est-à-dire que c'est pas un film très narratif, c'est un film très expérimental. De toute façon, quand tu demandes à Lynch d'expliquer son film, il te l'explique pas. Et le seul truc qui en ressort, justement, c'est cette idée très cauchemardesque, où évidemment tu as des symbolismes, la peur de la paternité, ce genre de choses. Mais comment un homme est perdu dans une ville, qui ressemble juste à une usine. T'as une chambre d'hôtel, t'as un bébé qui ressemble à un monstre, t'as des pluies de fœtus à un moment, t'as une femme qui chante et qui a le corps boursouflé. Enfin, on est déjà dans du body horror en fait, d'une certaine manière. Et je trouve que c'est très intéressant quand je l'ai découvert, parce que moi j'ai découvert Lynch avec Twin Peaks, qui est quand même une série quand même très grand public et qui est pas que l'œuvre de Lynch. T'as aussi Mark Frost dedans, mais ça donnait un peu une explication à l'étrangeté que dégageait Twin Peaks. Quand tu découvres Twin Peaks d'abord et que tu découvres le cinéma de Lynch, ensuite tu comprends d'où vient toute cette étrangeté. Alors moi j'ai plus des idées de films, de concept, mais dans leur idée de mise en scène. Tu vois, vraiment, là je vais te citer pêle-mêle des films qui m'ont marqué avec des idées de mise en scène fortes, très différentes. Le premier, Owen l'a vu, je sais ce qu'on l'a vu ensemble. C'est un film uniquement en plan séquence, qui s'appelle The Chef. Je l'ai vu aussi, ouais. Alors j'avais en tête Utoya aussi. Ah ça je l'ai pas vu, mais c'est un peu la même idée. Voilà, donc il y en a plusieurs des films qui se veulent uniquement comme étant en plan séquence. Voilà, l'Arche russe de Soukourov, mais je l'ai pas vu. Victoria. Lequel ? Victoria, le film allemand, non ? Ah, je l'ai pas vu. Donc, génial. Ok. Mais voilà, moi c'est The Chef qui m'a vraiment marqué parce que il y a la cuisine d'un grand restaurant, ça exploite tout. Ce film exploite tout de la cuisine d'un grand restaurant, le stress, les clients qui sont relous, la pression qu'il peut y avoir sur certains moments. Enfin, le film t'explore tout avec en filigrane une intrigue sur le personnage principal, enfin un développement du personnage principal parce qu'il veut essayer d'évoluer, etc. Franchement, là, j'ai trouvé le film brillant, ça m'a pas empêché de le revoir. Et d'ailleurs, il y a une série qui va sortir dans pas longtemps. Là, elle est déjà sortie, il me semble. Hein. Ou déjà sortie, ouais, qui est une suite au film. Et vraiment, merci, quoi, parce que ce film était assez exceptionnel, je trouve. Moi, je suis super content parce que j'ai vu le film, j'étais à fond dans The Chef. Mais du coup, le film s'est terminé, mais tellement d'une manière abrupte. Je m'attendais, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que le film se termine sur ça. Et le fait qu'il y ait une série, je suis hyper content. En fait, tu parles de The Chef, en fait, je viens de penser à un truc. Le premier épisode de la saison 3 de The Bear. Ouais. Vraiment, en fait, tu veux un truc ouais. concept. C'est 1 heure. En fait, t'as l'impression de. Vous voyez, dans une série, quand vous avez ce moment d'introduction avec une voix off, quelques images, et vous vous dites, ah, bah maintenant, ça va être le générique. Mais en fait, cet épisode-là, c'est une intro qui dure
le temps d'un épisode qui dure 25 minutes, avec juste des plans de cuisine, d'aliments, c'est ultra concept. Ouais, Voilà. l'épisode 1 de la saison 3 est incroyable. Ouais. Autrement, je pensais à un film que j'ai vu cette année au cinéma, qui est un des derniers films de Dong Sang-soo, parce qu'il en sort tellement que c'est assez compliqué de suivre. Donc, il s'appelle In Water, et le principe de In Water, donc, c'est que le film joue totalement sur chaque plan, sur le flou. Donc il n'y a aucune image nette de tout le film. Le film est uniquement à base d'images floues à plus ou moins haute intensité. Et justement, les producteurs très, très cool ont mis un message en mode oui, le flou c'est artistique, donc en gros, allez pas faire chier les mecs du cinéma pour dire que l'image elle est floue parce que c'est voulu. Mais voilà, c'est en fait, selon l'intensité du flou, tu peux percevoir plus ou moins les choses de manière plus vague. Et donc du coup, pourquoi In Water, parce que quand t'es dans l'eau, tu vois pas trop forcément, tu vois, un peu flou quoi. Donc, mais voilà, c'est un concept fort aussi, je trouve qui a rarement été fait et que j'ai pas d'autres films qui me viennent comme ça. C'est bien, c'est un bon exemple. Dans cette idée-là, donc voilà également. Et si j'avais peut-être un tout petit dernier exemple, c'est Hardcore Henry, donc le film qui se veut comme étant uniquement en FPS. Donc oui, il est en effet uniquement en FPS, qui a été réalisé par Ilya Naishuller, si je dis pas de bêtises, qui est donc le chanteur de Biting Elbows, qui avait fait le clip de Bad Motherfucker, qui était uniquement en FPS. Et c'est en voyant ce clip-là que des producteurs ont fait mais tiens, il serait bien lui pour faire notre film. Ça avait l'air fou, ça avait l'air d'être une sorte de haute tension, mais en point de vue subjectif. Voilà, Hardcore Henry, c'est un film uniquement en subjectif, et donc il se passe des trucs de dingue pendant. Je crois qu'il dure 1h30 le film. Il se passe des trucs assez dingues pendant 1h30 et ça arrive très bien à gérer les contraintes que pourrait avoir ce genre d'histoire en fait en vue totalement subjective. Donc c'est pareil, c'est que des films qui ont leur concept, qui sont pas forcément exceptionnels, mais qui ont le mérite au moins d'utiliser leur concept jusqu'au bout. Mais Haute Tension déjà en soi est un joli film à concept. Concept narratif, seulement narratif, les premiers films d'Argento, L'Oiseau au plumage de cristal ou Profondo Rosso, où c'est littéralement la recherche d'un indice pour te donner la clé de l'enquête, donc qui est le tueur. Et en fait, cet objet-là, cet indice-là, tu l'as dès le début dans le film, c'est juste que ça va tellement vite que ton regard ne le voit pas. Et c'est comment en fait tu reprends une image et que tu la recreuses pour la décortiquer. Moi, ce que je trouve ouf, c'est qu'il y a pas mal de films dans ce qu'on dit, c'est que c'est des films à contrainte. Et c'est par la contrainte qu'on peut avoir des films à concept, en fait. Tu peux penser aux contraintes du budget aussi. Oui. Tu vois, comment tu fais avec moins de moyens pour faire passer tes idées. Par exemple, Mandico, bon, les gens ne l'aiment pas trop. Ces films, il essaie de se démerder avec ce qu'il a, donc ça fait un film très organique, très pauvre, mais en même temps qu'il y a beaucoup de choses. Je pense aussi à Terrifier, les premiers Terrifier, bon, il prenait ce qu'il avait à prendre et voilà, bon, maintenant on a Terrifier 3 qui est génial. Je dis toujours, mais un bon réalisateur, c'est celui qui fait un film avec le moins d'argent possible. Juste parce que moins t'as d'argent possible, plus t'es obligé de réfléchir à comment truquer, enfin pas forcément truquer, mais à comment réussir à faire de la mise en scène par le seul pouvoir de ta caméra et des images. Tu peux pas utiliser, t'as pas d'argent, tu peux pas faire des effets, t'as pas de casting, t'as pas de figurant. Comment tu fais ressentir les choses? Comment tu fais travailler le hors-champ, par exemple? Et donc c'est là où on arrive au point où je voulais en venir, Paranormal Activity. Parce que c'est le film qui a littéralement coûté le moins cher de l'histoire, en tout cas entre guillemets référencé et ayant fait un énorme succès. C'est un mec, il s'est dit vas-y, j'ai une idée. Je vais mettre ma caméra, je vais faire une histoire de fantôme dans une baraque avec juste 2 pèlerins, et puis c'est bon. Moi, je vais amener mes films un petit peu, si vous plaît, messieurs. Là. Pardon, vas-y. Non, mais après, j'ai pas forcément d'idée très oufissime, je trouve, parce que y a Cube, oui, mais parce que c'est beaucoup de films d'horreur déjà, de leçons sur des concepts comme ça. Mais à un moment, tu parlais de cassette, Fred, et ça m'a rappelé mon film préféré de la décennie. Play. Bah ouais, Play, avec Max Boublil, qui est un fan footage où en gros le film commence par Max Boublil qui sort les caméras, enfin qui sort les cassettes de sa vie, et en fait qui remate tout pour essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché avec la fille dont il est amoureux. C'est un gros trip années 90-2000, mais moi ça m'a... Finalement oui, les fan footage, après ce qui est dangereux c'est que celui-là était vraiment cool, mais t'arrives des fois avec des fan footage, en fait ça te vend le film comme un fan footage alors que c'est juste un gros film hollywoodien avec une caméra qui bouge un peu et on te dit non mais c'est la caméra hein, mais celui-ci pour le coup il y a beaucoup d'émotions qui s'en dégagent, et Play était vraiment je me suis senti très concerné par ce que le film racontait. Après il y a Holy Motors, en règle générale les films de Carax et Holy Motors en particulier, parce qu'Holy Motors, tout le concept du film c'est une allégorie du métier d'acteur et de la transition d'un rôle à un autre, donc forcément ça vient entrer là-dedans. J'en ai un où c'est complètement con mais ça me fait beaucoup rire, Jean-Philippe. Oui, non, Jean-Philippe est un film à concept. Un peu comme Yesterday quoi. Expliquez-moi. C'est le film où Johnny Hallyday n'existe pas. C'est Fabrice Lucchini qui est fan absolu de Johnny Hallyday
Et un jour, il se fait fracasser la gueule par je sais pas qui, il se réveille, Johnny Hallyday n'existe plus, sa collection de vinyles est une collection de bières, et en fait il doit essayer de retrouver Jean-Philippe Smet, qui n'a jamais fait de carrière de musicien, pour lui faire éveiller le Johnny en C'est lui. génial. C'est absolument génial comme film. Génial. Et non, sinon en fait mon film concept peut-être le plus fort dans la liste que j'ai retrouvé des films que j'ai vus, pas sûr que vous l'ayez vu, vous, c'est L'échelle de Jacob de David Lean. C'est trop bien l'échelle de Jacob. Ah, tu l'as vu. Oui, c'est vraiment super bien. T'as dit qui, L'Ariel? Lean Ah non. Adrian Lyne, hein. Adrian Lyne, oh là là, d'Adrian Lyne. C'est incroyable l'échelle de Jacob. C'est super bien l'échelle Parce de qu'en Jacob. fait, c'est un film sur un vétéran de la guerre du Vietnam qui revient et qui est en proie à des hallucinations. Et en fait, c'est avec Tim Robbins, celui qui joue dans Les Évadés. Les évadés. Et en fait, donc, il est en proie à ses hallucinations, à ses rêves horrifiques. Et plus petit à petit, il se retrouve à changer de copine. Et c'est assez cauchemardesque comme film parce que qu'est-ce qu'est la réalité dans ce film-là? Et tu as le fin mot de l'histoire à la toute fin du film, mais c'est extrêmement complexe, extrêmement cauchemardesque. Tu ressors de film, tu es épuisé, mais c'est brillant. Puis c'est peut-être un des meilleurs films qui arrive à traiter du traumatisme du Vietnam, en fait, parce Voilà. que autant il y a plein de films qui te parlent du Vietnam, même un film comme Rambo te parle super bien du Vietnam, mais t'as la douleur psychologique, mais là t'as vraiment la douleur psychique dans l'échelle de Jacob. Voilà. C'est à quel point ça te détruit l'esprit. Et ça c'est te- très fort. Et ça te met dedans, hein. Pour le coup, tu en ressors. Bon, je dis pas que j'ai vécu la guerre du Vietnam avec l'échelle de Jacob, Ah, c'est marquant l'échelle de Jacob. mais Ouais, c'est dingue, hein, c'est vraiment un film. Enfin, juste la scène du métro au début. Voilà. La scène du métro, c'est peut-être une des meilleures scènes de métro du cinéma. la scène de la baignoire. Mais une Il me le voilà. tease, là. Il me le tease. Hmm Vous avez d'autres exemples ou moi Oh, je vais avais voir un ce dernier soir, du après. coup. Je m'arrêterai là, moi, parce que Moi, sinon, juste parce que c'est un peu dans la même idée, t'as Ouvrez les yeux de d'Amenabar. Je le dis pas en version originale parce que je vais écorcher. Benabar J'ai dit comment? Amenabar. Amenabar. Je te taquine. Abrer Abrer los ojos. los Soros. Bon, Ouvrez les yeux, qui est très bien parce que qui a été remake avec Tom Cruise, Vanilla Sky, et où Penelope Cruz refait son même rôle, mais voyez la version espagnole. Et du coup, c'est très bien parce que tu as toute cette idée aussi du double en fait et de la confusion de l'identité. Tu as des très très belles scènes dans ce film. Moi, j'aimerais terminer sur un petit film que j'ai vu récemment à Halloween, le 31. Il y a pas mal de séances à Paris, plein de cinémas faisaient des séances. Et moi, j'ai été attiré par une séance d'un petit film. Parce que tu vois tous les cinémas qui disent bon, on va passer La Colline des Yeux, on va passer La Nuit des Morts Vivants. Et je te dis bon, ok, on les a déjà vus. Et là, je regarde le cinéma de Saint-André-des-Arts et je vois le film Jerk. Je connais pas, je Comment regarde un t'écris peu. ça? J-E-R-K. Et je vois que c'est un film qui dure 1 heure. Un petit film. Je lis un peu la description et je vois que c'est une sorte de. Que ça parle d'enregistrement, de meurtre, tout truc un peu gore et tout. Et donc je comprends pas très bien. Je vais dans la salle. On est dans la salle, on est genre, je pense, 12-13. C'est une petite salle. Et le film commence. En fait, tout le concept du film, c'est de filmer un mec qui est sur une scène de théâtre et qui te raconte un peu des événements qu'il a vécu plus jeune. Et en fait, les événements qu'il a vécu, c'est qu'il a collaboré au massacre en fait de plein de jeunes qu'il a ramenés dans une cave avec son meilleur ami. Ils étaient amis aussi qu'un homme beaucoup plus âgé qu'eux qui avait 30 ans, 40 ans, qui s'appelait Dean. Et en fait, pendant toute la pièce, il t'explique comment il violait ses enfants, enfin ses jeunes, comment il les tuait, comment il leur. Enfin, des trucs vraiment horribles, mais sans jamais te montrer les images parce qu'il est sur scène. Et en fait, la manière dont il a de te montrer les images, c'est de prendre des marionnettes et de te mimer tous les actes. Oh. Et en fait, tout le concept du film, c'est que c'est juste une caméra qui te filme le mec. De base, c'est vraiment une pièce de théâtre. C'est vraiment une pièce que tu regardes. Donc, je me dis en pièce de théâtre, c'est encore plus gênant. Et c'est vraiment une caméra qui te filme le mec, qui te mime du coup tout ce qu'ils ont fait. Et la caméra, des fois, tourne un peu. Elle s'arrête vite fait sur les marionnettes, mais c'est tout. En fait, t'arrives vraiment à être déstabilisé. C'est-à-dire, donc, j'ai évoqué le nombre de personnes où on était dans la salle. On était 12. Le film se termine. Je regarde la salle, on est 3. Oh la vache. Il est Le vraiment film. hardcore. Et hardcore. Il n'y a rien n'est montré. Tout est dit. Le mec mime avec sa bouche, il mime la strangulation, il crache pendant qu'il parle. Il fait des voix avec les marionnettes. C'est-à-dire que quand il imite des enfants morts, il fait vraiment les voix en mode « Je suis mort !» C'est hyper gênant. C'est hyper flippant. Je n'ai jamais vu un film aussi traumatisant de ma vie, mais j'aime beaucoup le concept, effectivement, de filmer quelqu'un sur scène sans vraiment jamais bouger la caméra, mais vraiment d'être happé par ce qu'il dit, parce que c'est horrible. C'est français? Parce que je vois C'est français, c'est de base, c'est une pièce de théâtre et elle a été adaptée au cinéma, c'est pas très dur. Et vraiment, t'arrives à être happé pendant 1 heure par un gars qui te raconte des choses horribles avec des marionnettes. Waouh. Voilà. C'est sur cette ambiance joyeuse. Non mais voilà, c'est moi en fait tous les films à concept que j'ai listés, je vous redis, il y a quand même du Haneke, il y a du Roy Andersson, il y a du Gus Van Sant avec éléphant. C'est pas des films joyeux.
Ouais, C'est pas des films joyeux. le concept est pas joyeux. Le concept. Non, mais moi je. Play est joyeux, Play est joyeux. Play est joyeux. Play est joyeux, quoi d'autre? Oh, j'ai des scènes de Elephant qui me reviennent à l'esprit, c'est horrible. Ouais. Ouais, est-ce que les films à concept, c'est pas que des films traumatisants? On va faire un film à concept qui te simule la félicité. Ok. J'espère que ça arrivera un jour. Oui. Fred, merci pour cette entrée dans le monde des concepts et le monde très violent. Tu vas le filer à qui cette fois, le Joker? Ah oui, c'est à moi de le filer à quelqu'un. La dernière fois, j'avais filé à Julien, non? Je sais plus du tout, ça remonte maintenant. C'est vrai que là, j'oublie les ordres. Mais Et on a tellement fait des émissions, donc là, la dernière fois sans Julien, etc., que je vais vraiment le prendre au hasard. Et de toute manière, en fait, l'épisode prochain, on a un invité spécial. Ah, donc mais- dans l'idée, je le file à cette personne. À cette personne. Mais dans l'idée, si cette personne ne peut pas, au final, tu le fileras à... Si cette personne n'est pas là, je file mon Joker à toi, Owen. Ok. Et ben, dans ce cas-là, les amis, on va se dire au revoir. C'était une émission déjà bien longue. Et nous avons faim. Donc, l'émission est à présent terminée. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram, X et TikTok. Et que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming, ainsi que sur YouTube. On vous fait des bises. Allez voir des films et mangez. Salut. Bisous. Salut.